Bien, bonsoir à toutes et tous. Désolé de la froidure, mais dorénavant, on demandera à l'école de ne pas couper le chauffage pour nous accueillir le vendredi après-midi. Mais enfin, voilà, il y a la convivialité qui va faire monter la température sûrement. Donc, comme vous le savez sans doute, il y a une nouvelle composition du conseil de quartier depuis quelques semaines parce que j'ai souhaité, afin que 2 fois plus de citoyens puissent participer à ce bel exercice de démocratie directe, faire que les conseils de quartier soient désignés pour un demi-mandat, c'est-à-dire pour 3 ans. Donc nous sommes à mi-mandat et il y a quelques jours, enfin le 17 octobre dernier, un tirage au sort a eu lieu pour renouveler 2 collèges sur 4 des conseils de quartier, des 10 conseils de quartier du 15e, le collège habitant et le collège associatif. Le collège des personnalités qualifiées et celui des élus, qui sont présents ici autour de cette table d'ailleurs, désignés à la proportionnelle, restent bien sûr les mêmes. Donc je voudrais installer ce nouveau conseil de quartier, en plus, après bien sûr repasser la présidence à la nouvelle présidente qui a été tirée au sort pour faire partie de ce conseil de quartier, mais qui ensuite a été élue par le conseil de quartier, Laïfa Nguema Ondo, voilà, et qui est la nouvelle présidente de ce conseil de quartier pour les 3 ans à venir. Je voudrais aussi bien sûr saluer mon adjointe chargée du quartier, Marion Pariset, qui est adjointe de 2 quartiers. Alors voilà comment ça se passe, hein, l'adjointe est là en appui, en soutien administratif du conseil de quartier, et la présidente préside le conseil de quartier. Et puis, salue aussi la présence de mon autre adjoint chargé de la démocratie participative, Mathieu Luineau, qui s'exprimera aussi tout à l'heure. Les autres élus étant membres du conseil de quartier, ils vont se présenter, ainsi que l'ensemble des membres, je pense, dans un moment. C'est vrai qu'il y a eu un appel à candidature que nous avions lancé le 5 juillet pour laisser le temps aux uns aux autres de réfléchir et de se préparer pour l'élection, le tirage au sort du 17 octobre. Et le succès a été au rendez-vous puisque c'est plus de 600 habitants, 621 exactement, et 52 associations qui se sont portées candidates pour faire partie des conseils de quartier. J'en profite pour saluer le travail accompli par les 240 conseillers de quartier dans la mi-mandat qui vient de s'achever. Certains sont toujours présents d'ailleurs, qui ont eu la chance aussi d'être à nouveau tirés au sort ou qui figurent parmi le public. Et bien sûr, saluer les habitants et les responsables associatifs qui siègent, c'est-à-dire vous toutes et tous qui siégez, pour certains d'entre vous en tout cas, pour la première fois, et qui avaient été tirés au sort le 17 octobre. Bien sûr, les élus et les personnels qualifiés. Donc, un conseil de quartier, sa mission, c'est de traiter de tous les sujets concernant le quartier. Bon, c'est assez simple. 24 membres titulaires. Il y a 12 habitants titulaires et 12 habitants suppléants. Je le précise tout de suite, que les choses soient bien claires entre nous. Nous serons extrêmement rigoureux au niveau des présences. C'est-à-dire que pour que vraiment il y ait une participation active des conseillers de quartier, qui vont siéger pendant 3 ans, dès qu'il sera constaté 3 absences d'un conseiller de quartier, il sera remplacé automatiquement par son suppléant. Je pense que quand on s'engage pour être dans un conseil de quartier et traiter des préoccupations des habitants, ben voilà, on assume son mandat. Il y a également, bien sûr, en dehors des habitants, 4 représentants d'associations, 4 personnalités qualifiées et 4 élus. Ici, vous en avez 2 notamment, qui sont Madame Bocheron et puis Monsieur Coche, qui sont aussi dans ce conseil de quartier. Je vous en informe également. Nous sommes d'ailleurs le seul arrondissement à filmer intégralement les séances plénières. Donc en ce moment, vous êtes filmés, donc souriez. Et c'est diffusé en général le lendemain. Ce n'est pas du direct, c'est le lendemain. Voilà, donc vous vous engagez, mesdames et messieurs les conseillers de quartier, pour 3 ans.
au service de la vie locale, au service des habitants, pour contribuer à l'amélioration, bien sûr, des conditions de vie, de la qualité de vie dans le quartier, avec différents moyens mis à vos dispositions, sur lesquels je reviendrai dans un instant. Le Conseil se réunira 3 fois en réunion publique, c'est ce qui est précisé par la loi de 2002. L'objectif, d'abord, c'est de permettre le dialogue. Bon, il y a des réalisations, bien sûr, mais de permettre le dialogue, le débat entre les habitants, les élus, les services municipaux, les aménageurs locaux qui viendront rapporter devant vous, et de favoriser, bien sûr, l'information des riverains sur les projets qui les concernent et les évolutions dans les quartiers. Sachez qu'en amont de chaque réunion plénière comme celle-ci, les membres des conseils de quartier se réunissent dans le cadre de réunions préparatoires afin d'échanger d'abord autour de l'actualité du quartier et de définir les sujets qui seront traités dans la réunion publique dans laquelle nous sommes ce soir, ce qui veut dire que le conseil de quartier est maître de son ordre du jour. Alors bien sûr, nous avons aussi pour mission d'informer les conseils de quartier des innovations, des organisations nouvelles, des implantations, etc., des modifications dans leur quartier, mais ils sont libres de traiter ou non des sujets. Il y a différentes actions en dehors de la présence au conseil de quartier. Pour les conseillers de quartier, il y a des marches exploratoires en présence d'élus et des services techniques, etc. Il y a des réunions, il y a aussi la nécessité d'identifier, ça vous pouvez le faire au jour le jour, les points d'amélioration, de nous faire remonter les problématiques locales. Vous êtes aussi les relais, d'une certaine façon, de la collectivité sur le terrain, donc n'hésitez pas à nous faire remonter en direct les problèmes, soit votre présidente, soit à l'adjointe de quartier. C'est vrai que nous avons maintenant des présidents. J'ai souhaité qu'il y ait la présidence de ces conseils de quartier un habitant. Auparavant, c'était mon adjointe. Aujourd'hui, c'est un habitant, ce qui permet d'aller encore plus loin dans la démocratie participative. Il y a un élément aussi dont je souhaite vous parler rapidement et qui contribue à cette démocratie participative, ce pouvoir donné aux habitants, c'est le budget participatif, que vous connaissez sans doute pour la plupart d'entre vous, et qui a été mis en place par la mairie de Paris en 2014, à l'échelon parisien et à l'échelon des arrondissements. Vous savez comment ça fonctionne. Il y a une période d'idéation en février, c'est-à-dire où tout habitant peut proposer à la mairie d'arrondissement un projet. Il y a ensuite une commission, que je pourrais qualifier de commission de la hache, parce que s'il y a 300 projets, évidemment, on ne peut pas les présenter au vote des habitants, d'autant plus que beaucoup n'ont pas de faisabilité possible pour différentes raisons techniques, juridiques, budgétaires et autres. Il ne s'agit d'ailleurs que d'un budget d'investissement et pas du tout de fonctionnement. Et nous avons quand même à disposition, c'est-à-dire que sur le budget du 15e, nous mettons à disposition 6,5 millions d'euros par an pour ce budget participatif. Et même si chaque habitant peut proposer un projet et le voir réalisé s'il est voté par les habitants, les conseils de quartier ont aussi une opportunité de proposer de façon collective des projets de budget participatif. Les conseils de quartier sont, en plus de ça, dotés d'un budget, alors plus modeste, budget d'animation de 3 306 euros, ce qui est moins que 6,5 millions, vous le constatez, et d'un budget d'investissement de 8 264 euros. Alors c'est une répartition qui est décidée par la mairie de Paris, c'est pareil dans tous les conseils de quartier de tout Paris, ce qui permet quand même de réaliser des petits aménagements locaux, un massif, une jardinière, un banc, enfin des créations de zones de stationnement pour vélos, des ralentisseurs, enfin vous voyez, des choses comme ça. Il faut s'y prendre très vite parce que le temps administratif, vous le verrez, pour ceux qui sont nouveaux, est un temps long, je dirais même très, très, très long. Donc ce que vous allez faire maintenant peut-être verra le jour ou pas à la fin de la mandature. Donc il faut essayer le plus vite possible de proposer des projets de budget d'investissement pour le conseil de quartier. D'ailleurs, je le dis au passage, les montants sont modestes, mais s'il y a un projet d'investissement qui dépasse un peu cette enveloppe, dans des conditions évidemment modestes, je prends les crédits sur mon budget de la mairie du 15e pour que le projet puisse quand même se réaliser.
Je terminerai, parce que bon, c'est pour vous donner tout un tas d'informations aussi que je fais cette intervention, pour dire que c'est important, je crois, que vous y participiez, en tout cas les conseillers de quartier. Je mets en place une formation des conseillers de quartier qui sera assumée par la Direction générale des services de la mairie du 15e et qui aura lieu le mardi 19 décembre à 19 heures en mairie d'arrondissement. Donc c'est important. Alors évidemment, vous ne saurez pas tout sur le fonctionnement de la mairie de Paris et des mairies d'arrondissement, parce qu'il y en a pour plusieurs jours. Il faut comprendre les rouages et comment ça se fonctionne. Mais en tout cas, vous aurez les éléments principaux du fonctionnement de la mairie de Paris et des mairies d'arrondissement le mardi 19 décembre à 19 heures, pour les conseillers de quartier exclusivement, bien sûr. Voilà ce que je pouvais vous dire en introduction de cette réunion, qui marque la première étape de cette nouvelle composition de conseil de quartier. Et maintenant, je vais passer définitivement la parole à la présidente qui va organiser les débats comme c'est son rôle. Enfin, je peux donner mon micro. On va utiliser celui-là. Okay. Bonsoir à tous. Je suis très contente de vous rencontrer. Donc, suite à la réunion préparatoire que nous avons avec Madame Marion Pariset, j'ai été élue présidente du conseil de quartier Vaugirard et parc des expositions. Donc voilà, je remercie toutes les personnes qui ont voté pour moi et j'essayerai vraiment d'être la meilleure présidente du conseil de quartier possible. Voilà. Maintenant, d'accord. Donc, je m'appelle Laïfa Nguemando. Donc, je vis dans le quartier Vaugirard, Parc des Expositions. Actuellement, je suis étudiante à Sciences Po Paris en master administration publique. Comme moi. Enfin, comme moi. Excusez-moi, il y a longtemps, il y a très très longtemps. Excusez-moi, ça m'a échappé. Donc, voilà. On peut passer à la présentation des membres du conseil de quartier, une présentation brève. Voilà, donc je vais passer le micro. Si chacun veut dire deux petits mots pour dire qui ils sont et puis. Merci. Bonsoir, moi je m'appelle Yveline Bocheron, je suis conseillère d'arrondissement dans le groupe des élites gauche. Je félicite la présidente de son élection et puis de son investissement bénévole, ainsi que tous les membres habitants et associatifs. On a commencé avec une réunion assez riche sur la préparation et c'est, je pense qu'on va essayer de maintenir un dynamisme, mais je pense que ça va effectivement être le cas. Merci. Bonsoir à tous, Guillaume Grébert, donc membre du collège habitant et habitant du 15e depuis un an, rue Théodore Deck, donc juste à côté. Très heureux de faire partie de ce conseil. Bonsoir à tout le monde, Aramaïs Ghazalien, vice-président de Mon Handicap à moi, habitant de quartier depuis 2004. Voilà. Bonsoir à tous, moi je suis Amidou Fissourou, président de l'association La Bonne Équipe. Je suis content de voir les habitants et ainsi que les membres du conseil de quartier. Bonsoir à tous, je m'appelle Charlotte Brismer et je suis habitante du quartier Vaugirard, Parc des Expositions. Bonsoir à tous et à toutes. Membre du collège habitant, Hervé Abou, Croix-Nivert. Bonsoir à tous et à toutes. Marine Oliviero, j'habite dans le quartier depuis 5 ans maintenant, rue Le Courbe à 2 pas. Voilà, je suis du collège habitant également. Bonsoir à tous, donc déjà ravie de rejoindre le conseil. Géraldine Orion, donc moi je suis habitante du quartier aussi, rue des Nouettes, et collège habitant, et j'habite le quartier depuis 7 ans maintenant. Bonjour à tous, je suis donc Marie-Judith Gouriou, j'habite aussi le 15e arrondissement, donc à Porte de Versailles, depuis 2011 à peu près. Bonjour à toutes et à tous, Jacques Fauché, je suis conseiller de quartier pour Vaugirard et Parc des Expositions.
Bonsoir, Nelly Détré d'Attaque Paris 15. Donc, c'est une association qui existe dans le 15e depuis 24 ans. Donc, on fait de l'éducation populaire, principalement sur la justice sociale, fiscale et écologique. Et donc, on présente des analyses, on organise des réunions, des ciné-débats également dans le 15e, entre autres chapelains. Bonsoir à tous, Marie Galardon, je suis membre habitant et j'habite dans le 15e depuis 2 ans. Bonsoir, donc Alfred Joseph de l'association Tous les parents du 15. Donc nous, on est une association implantée sur 5 établissements de l'arrondissement. On représente dans ce quartier à peu près 300 familles, donc plutôt sensibles aux sujets liés à la famille, aux écoles, aux espaces verts, enfin voilà, tous les endroits, tous les lieux que fréquentent les enfants et les familles du quartier. Bonjour à toutes et à tous, Jean-Paul Crest, donc j'habite le 15e depuis pas mal de temps et je représente aussi les habitants. Bonsoir, Patrick Pellereau, je suis membre du collège habitant, suppléant, et j'habite rue de la Croix-en-Hiver depuis 23 ans. Bonsoir, François Bertrand Hardy du collège habitant, et j'habite le 15e depuis plus de 20 ans, rue Léon de Lagrange. Est-ce que tu veux te présenter aussi, puisque tu fais partie du conseil de quartier, si quelqu'un peut passer un micro de nouveau. Et puis je clôturerai le tour. Donc tu veux dire un mot pour te présenter aussi? Oui, je le ferai peut-être. Okay. Oui, bonsoir. Je suis Pierre-André Coche, conseiller d'arrondissement, délégué au transport dans le 15e. Et du coup, membre aussi de ce conseil de quartier. Et membre de ce conseil avec toi. Exactement. Et j'en profite donc pour finir ce tour de table. Donc Marion Pariset, je suis l'adjointe en charge de ce conseil de quartier, également en charge du conseil de quartier Citroën Boussicot. Donc depuis 2020, j'ai eu l'occasion de voir du coup passer le fonctionnement pendant 3 ans. Je suis ravie d'avoir une nouvelle équipe de conseillers de quartier parce qu'on a un gros renouvellement sur le collège habitant en particulier, un peu moins sur le collège associatif, mais ça fait toujours plaisir à voir. Et je tiens à noter aussi qu'on a un conseil de quartier qui est vraiment très représentatif de toute la diversité que peut avoir ce quartier, y compris en termes d'âge. Et on a beaucoup de jeunes. C'est pas forcément tout le temps le cas sur le conseil de quartier, donc je tiens à le noter parce qu'on a un conseil de quartier très jeune. Donc je compte beaucoup sur vous tous pour entretenir cette dynamique qui existait déjà sous la précédente mandature de ce conseil de quartier, pour pouvoir avoir cette dynamique collective, pouvoir porter des projets, porter des idées, participer à tous les niveaux, que ce soit aux différentes consultations qui ont lieu avec la mairie de Paris, avec la mairie d'arrondissement, pour les différents projets qui vont vous toucher dans les 3 ans qui vont suivre. Mathieu Luineau, qui est en charge de la démocratie participative, ne me détrompera pas là-dessus. C'est extrêmement important de pouvoir compter sur vos retours, de compter sur toute votre expérience au quotidien de ce que vous vivez dans le quartier pour pouvoir réellement éclairer les décisions et éclairer l'évolution du quartier dans son ensemble. Je ne ferai pas beaucoup plus long. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ou si jamais vous avez un moment quelconque besoin de vous adresser à moi, n'hésitez pas à venir me voir en fin de conseil de quartier plus spécifiquement. Je pourrais de toute façon vous donner mon mail et mes contacts. Et sur ce, je vais redonner la parole à notre présidente pour nous présenter rapidement l'ordre du jour et pouvoir lancer l'animation de cette séance publique. Donc, rebonsoir, c'est encore moi. Donc, je vais vous présenter l'ordre du jour. Donc, en premier lieu, on va parler des travaux du terminus du tramway T2. Et donc, l'intervenant sera Monsieur Pierre-André Coche, le conseiller d'arrondissement délégué au transport, qui est de ce côté. Et ensuite, nous allons parler du plan biodiversité avec Monsieur Mathieu Luineau, qui est adjoint au maire et chargé de la démocratie participative et du budget participatif, et qui est également de ce côté. Je vous remercie. Bonsoir. Donc, je vais vous parler. Alors, vous êtes sans doute au courant que pour
pour ceux qui ne le savent pas, le terminus Porte de Versailles du T2 va être entièrement refondu. Et donc, je vais vous présenter les éléments que la RATP nous a communiqués. C'était une présentation qui a été présentée aux habitants Porte de Versailles lors de réunions organisées par la RATP il y a à peu près 15 jours, 3 semaines. Alors, la raison pour l'ensemble de ces travaux. Donc, la ligne T2, comme vous le savez, elle est extrêmement fréquentée. Beaucoup de voyageurs et de plus en plus de voyageurs, sachant qu'à proximité, il va bientôt y avoir la tour Triangle, donc qui va augmenter considérablement le nombre de passages. Pour le moment, nous sommes à 210 000 voyageurs par jour. Sur le trajet du T2, il y a des congestions routières, il y a des carrefours qui sont très difficiles à passer. Les infrastructures sont maintenant, pour certaines, dépassées. Et surtout, l'intervalle en heure de pointe se dégrade fortement, sachant que la RATP a pour objectif, fixé par Île-de-France Mobilité, à des temps de passage de 3 minutes 30 entre chaque rame. Pour le moment, c'est très difficile à atteindre, ça dépasse très largement, d'où l'importance de ces travaux. Alors là, nous allons parler spécifiquement des réaménagements du terminus Porte de Versailles, mais il faut savoir qu'il y a également un aménagement qui va être fait à l'autre terminus à Beson. Il y a l'agrandissement et une modernisation du poste de commande local à Issy-Moulineaux. Donc c'est vraiment c'est le poste de contrôle de l'ensemble de la ligne T2, donc qui va être modernisé et agrandi pour justement faire face au nouveau trafic. Et sur l'ensemble du parcours, il y aura des aménagements. Le site de maintenance et de remisage, sachant que cette ligne, pour justement absorber le nouveau trafic, va recevoir 7 rames supplémentaires. Donc l'objectif est assez simple, c'est améliorer les performances du terminus pour toujours atteindre ces fameux 3 minutes 30. Accompagner la modernisation du quartier de la Porte de Versailles. Je vous parlais de la tour Triangle qui est construite juste à côté. Également, là, c'est pour les gens de la RATP, améliorer leurs conditions de travail, puisque le poste de contrôle, pour le moment, est très petit et ne permet pas l'augmentation de trafic nécessaire. Alors, voici les modifications. Donc ça, c'est la partie la plus importante. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que c'est parfois un peu technique. Là, vous avez le terminus tel qu'il est actuellement. Donc, vous le reconnaissez, vous avez le quai central qui est au milieu, et vous avez 2 positions pour les rames qui arrivent en gare. Devant, vous avez les aiguillages qui permettent au tramway de changer de voie. C'est ce qu'on appelle une station d'avant-garde, puisque les manœuvres se font devant le stationnement. Le terminus est limité à 2 rames. L'emprise sur le terrain est actuellement de 12 mètres. Il faut savoir que pour l'instant, les rames utilisent un espace de 12 mètres. La solution qui va être aménagée, donc les travaux, c'est qu'ils vont passer ce qu'ils appellent à une station d'arrière-gare, c'est-à-dire que les mouvements vont se faire derrière la gare. La gare va être déplacée d'une centaine de mètres. Par rapport à la position actuelle, si vous la connaissez, elle se trouve pas loin des boulevards, elle va être reculée d'une centaine de mètres. Ça va permettre 2 choses. D'une part, ça va permettre d'avoir un quai qui sera uniquement dédié au départ. Le quai qui se trouve au côté tour Triangle. Et un quai qui sera dédié uniquement aux arrivées, évidemment de l'autre côté. Là, dans le cas actuel, vous vous retrouvez un peu comme dans le métro. Vous avez des gens qui descendent et des gens qui montent et qui sont sur le même quai. Suite aux travaux, il y aura vraiment un quai dédié au départ, un quai dédié à l'arrivée. Sur le quai de départ, il y aura du mobilier qui existe à peu près actuellement. Sur le quai d'arrivée, pour fluidifier les passagers, il y aura simplement des panneaux d'information. Comme vous pouvez aussi également le constater, cette nouvelle disposition permet d'avoir 4 positions de rames. C'est-à-dire qu'ici, vous n'en aviez que 2, vous n'aviez d'emplacement que pour 2 rames. Avec cette nouvelle disposition, vous avez 4 emplacements. Vous avez effectivement un emplacement au quai de départ, un emplacement au quai d'arrivée et 2 nouveaux emplacements qui permettent une plus grande fluidité, une plus grande efficacité du terminus. Voilà à peu près la nouvelle configuration. Avez-vous des questions concernant ce sujet-là ?
précisément, avant que je vous parle des problèmes de planning et de délai de réalisation. Monsieur ? Attention, il y a un micro. Oui, on va vous donner le micro parce que pour l'enregistrement, c'est particulièrement important. D'accord. Bonsoir, Sanjay Dumière. Donc, je me permets d'intervenir sur ce sujet car je suis un ancien d'Alstom justement, et donc moi j'ai travaillé sur le matériel qui a été fourni pour le T2, et donc en fait je peux partager certaines de mes expertises en matière de transport. Ce que la RATP fait aujourd'hui, c'est juste du rafistolage en fait, parce que le fond du problème n'est pas en fait sur l'infrastructure. Et après, j'espère qu'on pourra débattre sur. Peut-être que j'ai tort, mais la façon dont je vois les choses, c'est le problème n'est pas sur l'infrastructure. Le problème, en fait, est sur aujourd'hui le temps qu'il faut, ce qu'on appelle la charge et la décharge des rames. En fait, le problème, c'est qu'on impose des fréquences, des intervalles, en fait, qui sont beaucoup trop courts. Et en fait, plus on a des gens qui montent et qui descendent, plus les trams vont devoir s'arrêter aux stations, et plus, en fait, ça va faire accordéon entre chaque rame. L'idée étant, quand on exploite un tram, c'est que l'écart est respecté, en fait, entre chaque tram et que la fréquence soit la plus fluide possible. Mais le problème, c'est que sur certaines stations, sur certains tronçons du T2, par exemple entre Besançon et La Défense, il y a une très forte densité. Donc là, les temps de charge et décharge sont très élevés. Entre La Défense, on va dire, et Meudon et ici Val-de-Seine, il y a une fréquentation qui est moindre. Donc là, les écarts reprennent. Et ensuite, entre ici Val-de-Seine et Porte de Versailles, on est encore sur du très tendu. Et en fait, c'est ça qui crée les problèmes de ponctualité qu'on connaît aujourd'hui, et de créer ce qu'on appelle un tiroir. En fait, ça, c'est un mécanisme tiroir. Vous l'avez sur le T3 à Pont du Garigliano. Vous avez, comme vous l'avez si bien dit, un arrière-quai. Mais en fait, ça résout une partie du problème. Parce qu'en fait, qu'on ait 2 quais ou 4 quais, en fait, il y aura toujours des trams qui attendront pour, justement, obtenir une place. La RATP vous cite qu'elle a commandé auprès d'Alstom Transport 7 rames supplémentaires. Il ne faut pas oublier que 2 rames récemment ont été totalement mises HS. Il y a eu un accident de signalisation. Il y a eu un autre accident où un conducteur s'est endormi et il a pris le poteau de la caténaire au terminus. Donc, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que ce projet... Non, mais je souhaite finir juste mon propos et je vous redonne la main. Ce projet-là, il est bien, mais il ne va pas durer. Encore une fois, d'ici 10, 15, 20 ans, on aura des problèmes parce que ce qu'on appelle la PPHPD, donc le nombre de passagers par heure par direction, de toute façon monte tellement vite que même ça ne va pas nous permettre de résoudre complètement le problème. Merci beaucoup. On va juste pour la suite, qu'on puisse attendre à la fin de la présentation pour avoir l'échange et les questions, puisque sinon ça va être compliqué, parce que mon collègue a encore beaucoup de choses à présenter. Mais ce soir, là, parce que ça concerne évidemment le quartier Porte de Versailles, malheureusement, le chef de projet de la RATP ne pouvait pas être là ce soir, il est absent de Paris cette semaine. La RATP a parfaitement conscience de l'ensemble des problèmes sur l'ensemble de la ligne. Mais ce soir, spécifiquement, nous sommes là pour parler des travaux concernant la Porte de Versailles. Pour le reste, vous avez sans doute raison, ils ont d'autres problèmes, ils ont identifié d'autres problèmes sur la ligne, ils le savent très bien, ils travaillent à ça, mais là, ce soir, c'est vraiment spécifiquement sur les travaux concernant la Porte de Versailles. Et vous l'avez dit vous-même, ceci est une partie de la réponse. C'est pas l'essentiel, c'est pas tout ce que ça va pas, voilà, mais c'est une partie de la réponse, est une partie importante. Alors, pour l'ensemble des travaux, donc, les travaux vont s'étaler sur une période de 16 mois. Ils vont commencer à partir de l'automne 2024, c'est-à-dire après les Jeux Olympiques. Donc, tout le monde laisse passer les Jeux Olympiques, puisque Porte de Versailles est un terrain olympique pendant cet été. Tout va commencer à partir de l'automne 2024 sur une durée de 16 mois. Ce qui va être maintenu pour l'ensemble de cette période, c'est le cheminement des cycles et des piétons. Ça ne bouge pas.
la ligne du T2 entre Pont de Bezons, oui, et le terminus provisoire sera maintenue. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant 4 semaines, les 4 dernières stations ne seront plus desservies pendant 4 semaines. C'est-à-dire que le terminus se trouvera à Issy-Val-de-Seine. Et pendant 48 semaines, le terminus se situera à Suzanne-Langlaine. Donc, porte d'Issy et porte de Versailles seront interrompus pendant quasiment 1 an. Donc, c'est vraiment le travaux du terminus. Pour pallier à ça, il y a des correspondances qui vont être mises en place. Donc, il y a la ligne 8, il y a le T3A, Suzanne-Langlaine, le RERC à Issy-Val-de-Seine. Il y aura une substitution organisée par la RATP avec des bus. Et ils vont organiser tout un parcours pour faciliter la transition entre les terminus provisoires et les correspondances. Voilà. Donc ça, c'est sachant que pour la circulation routière sera interrompue également alors, sans doute pendant l'été 2025, pour profiter d'une part, il y a moins de circulation pendant cet été, pendant l'été, et également pour pouvoir, c'est là aussi que le parc de Porte de Versailles n'a pas d'exploitation pendant l'été. Voilà. Il y a des contraintes liées à cet emplacement, puisqu'il faut savoir qu'il y aura le chantier du tramway, et également à côté, comme vous le savez, il y a le chantier de la Tour Triangle. Donc les deux, en même temps, posent effectivement des problèmes de coordination. Donc la RATP travaille étroitement avec les responsables du chantier de la Tour Triangle et avec les responsables du parc de Versailles pour coordonner l'ensemble des travaux et pour que ce soit le moins impactant pour l'ensemble du coin. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour concernant les délais. Est-ce que maintenant vous avez des questions concernant le projet? Madame? Cette présentation, simplement, en fait, on ne comprend pas vraiment l'utilité de ce projet. Parce que les voyageurs, vous dites, c'est à peu près 250 000 voyageurs par jour sur ce T2, alors que sur le T3B, il y a 285 000 qui va être prévu jusqu'en avril 2024. Donc, en fait, tout ça, c'est pour gagner quelques minutes, parce qu'on est à 3 minutes 30. Donc c'est un peu bizarre parce que quand c'est le métro, on attend bien 4 minutes, il n'y a pas de problème, on est déjà tellement content qu'il marche. Mais là, en fait, tout ce dérangement, c'est-à-dire qu'on va reculer le terminus de 150 mètres à peu près, donc il y a une rupture de charge. Donc quand on va arriver avec le bus ou le métro, il va falloir qu'on marche 150 mètres de plus. Donc en plus, ne parlons pas de la porte de Sèvres qui va être complètement saturée. Donc là, comment vous faites pour les piétons, pour les jeunes qui vont être dans ce coin-là? Vous voyez, ça paraît tout ça pour gagner quelques minutes, en fait. Donc voilà, on n'a pas bien compris l'utilité de ce grand projet. Alors tout cet argent aurait pu être utilisé, par exemple, pour le prolongement du T3A, du pont de Garigliano jusqu'à Porte-Dauphine, par exemple, en desservant le Roland-Garros. On n'est pas dans le même budget. D'accord, mais on pourrait mettre là déjà un petit peu, ce serait déjà quelque chose. L'ensemble des travaux T2 représente un montant de 33 millions d'euros, l'ensemble pour toute la ligne. Et le terminus Porte de Versailles, c'est un budget de 13 millions d'euros. Donc voilà, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur pour faire un prolongement entre la Porte Dauphine et Pont Garigliano. Non, mais on peut aller jusqu'à Porte d'Auteuil. Porte d'Auteuil, déjà, serait déjà pas mal. En centaines de millions d'euros. C'est là où il y a le plus de monde, ou au point de vue... Juste, madame, voilà. Si vous pouviez alors, déjà, on va... aussi, je rappelle que les conseillers de quartier, c'est le moment où vous pouvez intervenir. Je vous le dis directement puisque c'est votre premier conseil de quartier public, donc profitez-en. N'hésitez pas à lever la main tous, peut-être pas tous, et peut-être pas tous en même temps surtout, mais profitez-en pour lever la main et pouvoir donner votre avis et poser vos questions parce que c'est votre conseil de quartier, donc n'hésitez pas. Donc là, on a Madame Bocheron qui voudrait prendre la parole, et puis une fois qu'on aura 2, 3 interventions, enfin 2, 3 interventions, questions, on pourra te laisser la parole pour répondre et réagir à l'ensemble, comme ça. Voilà. Oui, alors effectivement, c'est l'aménagement, ça répond peut-être en partie aussi à votre question, madame. C'est l'aménagement de tout un espace, en fait.
C'est vrai que mon collègue a beaucoup axé son intervention sur un peu techniquement sur les rails, sur les quais, etc. Mais ça va être aussi un espace avec de nouveaux cheminements piétons, avec une végétalisation du terminus. Et donc, c'est un espace qui va changer, y compris d'aspect, et qui va, je pense aussi, être au mieux pour le bien-être des habitants. Pas seulement ceux qui utilisent les transports, mais aussi, je pense, dans le quartier. Je vois une main dans le fond. Oui. Oui, alors moi j'ai une question, j'ai pas très bien compris. Ça veut dire que la rue qui va ici les Moulineaux va devenir piétonne, elle va être coupée, qu'est-ce qui va se passer exactement? Alors, concernant... attendez, je vais vous remettre... voyez... c'est la rue qui part de la porte de Versailles qui va vers ici les Moulineaux. Tout à fait. Pendant l'intégralité des travaux, la voie piétonne et la voie cyclable sera maintenue. Donc il n'y a plus de circulation de voitures? Pas sur la période de 16 mois, mais effectivement, pendant plusieurs mois, il y aura une coupure pour les véhicules, absolument. D'accord. Mais par contre, je vous dis bien, les piétons et les vélos pourront toujours passer pendant toute la durée des travaux. Oui, et à terme, est-ce que cette rue va rester piétonne ou est-ce qu'il y aura toujours des voitures? Comment ça va se passer? Vous savez quelque chose là-dessus? A priori, ça devrait avoir un retour à la circulation dans un seul sens, comme ça l'est actuellement. Après, sur le long terme, c'est la ville de Paris qui éventuellement pourra décider de fermer ou de la laisser ouverte. Ça, par contre, là, ce sera dans 2 ans, et là, pour l'instant, on ne sait pas encore. Mais pour le moment, la réouverture de la voie est prévue. Est-ce que dans les conseils de quartier, il y a quelqu'un qui souhaite poser une question? Oui, monsieur. Oui, déjà une première remarque un peu acide. Lors de la présentation des tours triangles, il ne doit y avoir aucune conséquence sur le trafic des voyageurs. Là, première conséquence, on change la gare. Bon, première chose. Deuxième chose, ça me semble quand même très compliqué ce passage, parce que les arrivées qui vont se faire d'un côté, le tramway, il va falloir qu'il circule à vide pour reprendre des voyageurs de l'autre côté, perte de temps de je ne sais pas combien de temps. Donc là, les 3 minutes en période de charge. Non, parce que justement, c'est pour ça, c'est que derrière, là, vous voyez, il y a 2 positions. Oui. Là, maintenant, vous en avez 4. Et donc, en fait, quand le tramway arrive au départ, il y aura le tramway sera déjà ici. Qu'est-ce qu'il va faire, le tramway qui est arrivé? Il va attendre. Celui qui est arrivé, les passagers vont descendre. Après, ils stationnent sur une des 2 positions, la 1 ou la 2, et avant de repartir dans l'autre sens. Il faudra d'abord que les autres soient dégagés. C'est bien ce que je dis. Non. Si. Non, parce que là, attendez, là, vous avez effectivement, il y a 4 positions. Il n'y aura pas 4 rames en permanence à cet emplacement-là. Il y en aura 3. Il y en aura 3, il y en aura 2, selon les périodes de la journée, mais ce qui permet effectivement de circuler. Vous allez voir le bazar que ça va être. Et la perte de temps que ça va être. C'est envisagé. En termes d'utilisation, enfin, là, vraiment, je fais confiance aux ingénieurs de la RATP, c'est beaucoup plus efficient, beaucoup plus efficace, un fonctionnement avec une arrière-garde plutôt qu'à une avant-garde. Ça veut dire que dans la position actuelle, toutes les manœuvres du tramway se font devant la gare. Donc les tramways qui sont là ne peuvent pas bouger tant que les manœuvres ne sont pas faites devant. Là, un qui est au départ, il n'est pas gêné par les manœuvres se font derrière lui. Attendez, là, vous avez quand même deux voies actuellement. Ça ne va pas rien changer. Non, vous avez effectivement 2 voies. Alors, les 2 voies représentent 12 mètres. Ouais. Sur la nouvelle infrastructure, ça ne représenteront plus que 6 mètres. D'où la végétalisation de l'espace qui vont être végétalisés. 6 mètres. Oui, c'est-à-dire que, vous voyez, l'espacement, comme il y a un quai central et l'espacement entre les voies, l'emprise au sol des voies actuelles représente 12 mètres. Ah, il y a un rétrécissement des... Absolument. L'emplacement des nouvelles voies permet une emprise au sol de seulement 6 mètres, qui permet des dégagements pour les voyageurs à droite et à gauche. Un grand dégagement pour le quai de départ, et un dégagement pour les voies d'arrivée. Donc ça permet une meilleure fluidification aussi du mouvement des passagers. Oui. Et le fait d'avoir ça à l'arrière, d'avoir les manœuvres à l'arrière, permet effectivement d'avoir un train soit au départ, soit à l'arrivée, indépendamment des manœuvres des rames derrière. Il faut être optimiste. Non, Madame ?
Oui, justement, comparativement au T3, où vous parliez du Garigliano, la différence, c'est que il n'y a pas de voie ensuite pour aller vers un métro. Or là, le sens, c'est de dire que ces trams seront à l'arrêt et en stationnement côté métro. Donc c'est un petit peu surprenant parce que en fait, les gens vont devoir circuler le long des nouveaux des trams à l'arrêt. Je trouve ça un petit peu étrange comme façon de faire. Et d'autre part, bon, on parlait de la tour triangle. Je ne sais pas si c'est un compromis qui fait que bon, on décide qu'il y aurait quand même une station qui n'est pas celle de métro mais celle du tram qui s'approche de la tour triangle, effectivement. Alors la tour triangle, elle a vu son envergure, elle va du métro jusqu'au tramway, donc les deux sont concernés. Alors effectivement, la contrainte de cette installation, c'est qu'effectivement le quai actuel recule. Alors c'est pas 150 mètres, hein, c'est 120 mètres exactement, recule de 120 mètres entre le métro et le quai. Oui, madame. Oui. Oui, moi, je n'ai pas bien compris si la végétalisation et la piétonnisation annoncées sont déjà décidées. Est-ce que l'aménagement a déjà été décidé? Non, l'aménagement est en cours. Donc, alors parce qu'il y a d'autres schémas où on voit si sur les côtés, il y aura des plantations d'arbres qui ne sont pas actuellement, et également de la pelouse entre les voies, comme il y a sur le T3 que vous voyez. Alors, sauf à une certaine partie des voies, elles ne seront pas végétalisées, pour une raison très simple, c'est qu'à 50 cm en dessous, il y a les tunnels du métro. Donc là, ils ne peuvent pas décaisser le sol. Donc sur une certaine distance, il n'y aura pas de végétalisation des voies, mais après, ce sera comme, enfin, vous voyez le T3 actuel, où c'est vert, ce sera ça comme ça. Ouais. D'accord, merci. Oui, alors dans le public, oui. Je ne vois pas. Ouais, ok. Oui, Patrick Puge. Une question naïve. La tour triangle comporte-t-elle des parkings? Et si oui, quels sont les cheminements d'accès à ces parkings? Parce qu'ils ont un impact, dans ce cas-là, certain, en début et en fin de journée. Bien, je voudrais faire quelques observations de façon générale pour l'occasion de votre question, pour dire que, voilà, il faut savoir à quoi sert un conseil de quartier. Il y a des projets sur lesquels vous êtes interrogés, concertés, consultés, et où les projets peuvent se modifier en fonction de vos interventions, et de celles après du conseil d'arrondissement, du conseil de Paris, etc. Là, ça n'a pas été dit au début, mais il s'agit d'une information sur un projet que la RATP travaille depuis des années, en raison du fait que, comme on l'a dit à l'instant, c'est la ligne la plus fréquentée de France, le T3, avec près de 250 000 voyageurs par jour, et que donc il faut augmenter le cadencement. Alors avec tout un tas de techniques, moi je me fie aux ingénieurs de la RATP, hein, chacun peut effectivement dire ce qu'il en pense, hein, avec son savoir propre, mais je pense que la RATP, avec ses services, a travaillé sur ce projet pendant des années, et ça fait des années qu'on l'attend, enfin, depuis finalement quasiment l'inauguration du T3 qui, dès qu'il a été inauguré voilà quelques années, a été déjà débordé, quoi. Il était déjà saturé, je veux dire. Donc qu'il y ait des problématiques techniques de toutes sortes, sans doute. Enfin, moi, je ne me sens pas, en tant que maire, capable techniquement de juger, de dire à la RATP, il faut faire ceci, il faut faire cela. Là, c'est une information, et surtout, comme le disait Mme Bochon d'ailleurs, ce qui nous apporte davantage peut-être que le fonctionnement technique, c'est l'aménagement urbain. Et ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il va y avoir un embellissement de l'aménagement urbain sur ce secteur. Avec, c'est vrai, un problème qui a été évoqué dans cette séance, c'est que la station recule de 120 mètres. Donc il y aura effectivement une marche à pied à faire, et ça, c'est ennuyeux. Mais voilà, enfin, on nous a présenté ce projet dans différentes réunions. Il y a d'ailleurs eu des présentations aussi aux habitants, différentes reprises, ceux qui ont pu venir dans ces réunions. Et c'est un sujet qui a été évoqué. Mais il doit y avoir quand même une amélioration de l'environnement urbain aussi. Et puis, c'est plutôt une bonne chose que les RATP décident de faire un investissement sur cette ligne qui nous concerne et qui est saturée.
peut-être que ce n'est pas l'idéal, comme le dit monsieur. Moi, je ne me sens pas capable de débattre avec vous, hein, parce que vous êtes un vrai technicien. Je veux dire. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même une amélioration. Pas très coûteuse d'ailleurs, parce que bon, c'est quand même plusieurs dizaines de millions, mais quand on voit le coût des installations ferroviaires et ça, ouais. Je veux répondre sur la tour Triangle. Vous savez combien j'y suis hostile et combien je m'y suis opposé au Conseil de Paris, mais la majorité municipale l'a voté. On va pas revenir sur le sujet, ça va défigurer complètement le quartier, 180 mètres de haut, 150 000 tonnes de béton, d'acier et de verre, enfin bref. Cela étant, pour répondre aux différentes questions, d'abord, la base de la tour, qui est, comme vous le savez, pyramidale, c'est toute la rue Ernest Renan. Donc il n'y a pas une entrée juste qui est décalée. Enfin, je veux dire que la station n'a pas été décalée de 120 mètres pour se mettre juste devant l'entrée de la tour, puisque la tour aura comme base la totalité de la longueur de l'avenue Estrenant, avec des commerces au pied de tour, enfin tout le long de la rue, quoi. Voilà. Deuxièmement, vous parlez du stationnement, de mémoire, hein, parce que c'est un vieux dossier qui date de 2008, donc j'ai plus tous les éléments en tête. Il est en construction actuellement d'ailleurs. On la voit sortir de terre. C'est qu'il y a une 50aine de places de stationnement simplement. Il a été considéré. Enfin, je ne sais pas, je passe ton contrôle. Il y a beaucoup de stationnement vélo. Voilà. Donc il y a une 50aine de places de stationnement, c'est-à-dire quasiment rien, parce que les opérateurs ont voulu qu'on y aille en tramway, justement, en métro, alors que la ligne 12 est surchargée quand même aussi, à vélo, etc., bien sûr. Donc il y a pas mal d'espaces vélo. Donc voilà, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, il y a concomitance des travaux, ce qui n'est pas évidemment très opportun, parce que ça va faire beaucoup de dérangements sur le secteur. Mais voilà, ça se télescope un peu. Enfin, sachez qu'avec l'adjointe, nous faisons partie du comité de suivi du chantier. D'ailleurs, je vais te passer là-bas. Enfin, qui se réunit régulièrement pour voir le suivi des chantiers, l'impact des nuisances sur la population, etc. Bon, enfin, maintenant que le chantier est lancé, moi, mon boulot, c'est de le suivre et de faire en sorte qu'il y ait moins de nuisances possibles pour les habitants et que ça se passe le mieux possible. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, nous avons un aménagement urbain sur lequel vous avez donné une information. Je pense que notre rôle n'est pas de refaire le projet, même si, bien sûr, il vous revient de poser toutes les questions utiles. Je regrette, une fois de plus, que malheureusement, la RATP n'ait pas pu venir ce soir. Ce n'est pas de mauvaise volonté, mais c'est vrai que la personne qui devait venir présenter le projet a fait faux bond. Et sur un projet aussi technique, c'est vraiment ennuyeux, quoi. Moi, je souhaite vraiment, et on essaie de faire en sorte, d'ailleurs, la plupart du temps, que quand un projet technique aussi technique est présenté, il y a vraiment la présence des opérateurs. Même si mon adjoint a suivi les réunions et a parfaitement bien présenté le sujet. Mais voilà, c'est mieux d'avoir ceux qui font le projet directement. En tout cas, voilà, c'est une information qui est donnée et qui va quand même pas mal impacter le secteur. Sur la tour Triangle, donc il y a un comité riverain qui existe. Voilà, j'en profite pour le dire puisque la prochaine réunion est le 6 décembre. Il faut s'inscrire en fait si vous êtes intéressé. Il y a un certain nombre de moyens de contact autour du chantier de la tour Triangle pour pouvoir avoir toutes les informations, être informé des dates, pouvoir s'inscrire, valider sa participation afin d'être prévu. Alors déjà, il y a une boîte aux lettres qui est installée toujours à proximité de l'entrée du chantier. Vous avez une adresse mail. Alors malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous l'afficher, mais si vous voulez venir la chercher auprès de moi à la fin de la réunion, n'hésitez pas. C'est chantier tour triangle tout attaché @b6, donc besix.com. Mais si vous avez un doute, vous venez me voir à la fin. Donc chantier tour triangle @b6.com. Et puis, il y a également un numéro de téléphone, donc je vous le donnerai aussi si vous avez des questions là-dessus. Et c'est important parce que c'est le moment où vous avez toutes les informations sur l'évolution du chantier, les différentes périodes qui sont prévues, les périodes où il peut y avoir un peu plus de bruit, un peu plus de nuisances, un peu plus de parcours de camions autour du chantier. C'est dans ce comité-là que vous aurez toutes les informations. Donc si ça vous intéresse, vraiment, je vous invite à venir me voir pour avoir les informations et pouvoir vous inscrire parce que ça se réunit à peu près tous les semestres, un peu plus, tous les quadrimestres pratiquement. Moi, j'ai une question à poser. Est-ce que les projections en termes de fréquentation
sont fiables quand on sait que prochainement, d'ici les prochaines années, la circulation risque d'être réduite sur le périph' notamment, et que par voie de conséquence, il y aura nécessairement une intention ou des velléités à prendre davantage le tram. Donc, et parce que circuler dans Paris en voiture deviendra quasiment impossible. Circuler sur le périph' à 50 km/h posera des problèmes. Est-ce que les projections en termes de fréquentation sont fiables ? Alors là, je parle au nom de la RATP, puisque la personne n'est pas là. Ce que la RATP nous a dit, c'est qu'effectivement, ils intègrent l'augmentation. Là, il faut savoir que la fréquentation du T2 est remontée maintenant depuis le Covid, il est remonté à ce qu'il était avant. Et ils ont des projections, effectivement, il y a la tour Triangle, il y a d'autres aménagements dans le quartier, qui fait qu'ils prévoient une augmentation du trafic. Et donc, ils essayent d'anticiper en améliorant le terminus porte de Versailles, en améliorant le terminus à Beson, en essayant de travailler avec les communes limitrophes. Il y a des carrefours qui sont très compliqués à passer pour le tramway, qui sont bloqués par la circulation. Donc ils travaillent là-dessus pour justement améliorer la fluidité, faire descendre aux 3 minutes 30 pour laisser passer, et également rajouter des rames supplémentaires pour anticiper tout le trafic supplémentaire. J'entends, mais un périph' qui va être réduit à 50 km/h, c'est la l'engorgement assuré. Je pense que la RATP l'a découvert comme nous cette semaine. Alors, je voudrais dire là-dessus que c'est une proposition de la mairie de Paris, encore faut-il que la préfecture de police l'agrée, ce qui n'est pas donc totalement acquis. Ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai obtenu, 2 ans, 3 rames supplémentaires sur le T2 pour justement tenir compte, alors, d'un certain nombre de mesures, de toute façon, de restrictions de circulation qui sont prises régulièrement. Et puis surtout, il y a quand même un élément dont il faut parler ici aussi, c'est que nous allons avoir un nouveau système de transport urbain qui va être le métro du Grand Paris Express. C'est-à-dire, c'est un métro circulaire qui fait le tour de la banlieue, proche banlieue, qui était absolument nécessaire, qui était décidé d'ailleurs par le président Sarkozy à l'époque, et qui commence à sortir de terre. Il y a donc, pour ce qui nous concerne, 2 lignes importantes, la ligne 15 Sud et 15 Ouest. La ligne 15 Sud, vous voyez, qui tangente la frontière de Paris dans la banlieue sud, et qui a une jonction avec la ligne 15 Ouest à Pont d'Issy, je crois, Pont de Sèvres, oui, Mairie-d'Issy, Pont de Sèvres. Et puis ensuite, et donc cette ligne 15 sud du métro du Grand Paris Express verra le jour en 2025. Enfin, c'est ce qui est annoncé. Après, s'il y a des retards, ça, je ne vais pas mettre de tout ça. Mais c'est 2025. Et la ligne 15 ouest, donc qui tangente le 15e et qui va jusqu'à la Défense, c'est 2030. Lorsque la commission d'enquête s'est réunie pour la tour Triangle, la première observation d'ailleurs du commissaire enquêteur, c'était de dire attention, les transports déjà publics sont saturés, ligne 12, etc., ligne 8, et donc avec la tour Triangle, il va y avoir trop de personnes qui vont circuler, donc il faut augmenter les capacités de transport. Et la réponse de la ville de Paris a été de dire que le trafic serait allégé sur les lignes de métro, tramway, bus, etc., par la mise en service du métro du Grand Paris Express, ligne 15 Sud et 15 Ouest. Donc, puisqu'il y a un certain nombre de voyageurs qui aujourd'hui sont obligés de passer dans Paris par ces différentes lignes de transport en commun de la RATP et qui là utiliseront cette tangente, si vous voulez, qui fait le tour de Paris. Mais 2025 et 2030. À mon avis, avec du retard. Enfin, il y a déjà du retard parce que ce n'était pas ce qui était prévu. C'était 2020 et 2025. Là, on est à 2025-2030 déjà. Concernant donc les 16 mois, enfin ou plutôt le terminus, ce sera même dans les 12 mois de terminus à Suzanne-Lenglen. Donc ça veut dire effectivement une fréquentation plus importante de la ligne 8 qui est déjà sursaturée et sur lequel, en fait, on peut attendre, quand il affiche 1 minute, on peut attendre 5 minutes. Donc ça veut dire que quelquefois, à 19h30, on attend 10 minutes entre chaque rame, ce qui est complètement incroyable. Donc là, ça va être est-ce que ça va être réglé ou bien ça va être encore pire, disons, avec ce problème d'atteindre Suzanne-Lenglen directement? C'est un point qu'on doit voir avec la RATP, effectivement. Tous les moyens de substitution entre les bus, ils envisagent de prolonger une ligne de bus
qui est actuelle pour aller jusqu'à Suzanne Landgren. Donc oui, effectivement, c'est un des sujets importants à voir. Pour l'instant, voilà, la RATP doit nous faire des retours concernant ce sujet. Oui, monsieur, monsieur d'embellir votre quartier. Voilà. Juste une question. Est-ce que pendant ces travaux, la circulation sur le trottoir où il y a les piétons et les cyclistes, qui au jour d'aujourd'hui, pour parler mal le français, est très anarchique, hein, il faut slalomer à vélo entre les piétons, est-ce qu'ils seront bien délimités parce qu'il faudra améliorer cette circulation? Normalement, c'est effectivement prévu qu'il y ait une délimitation entre les deux. Alors, ce sera du provisoire le temps des travaux. Je voulais juste apporter un élément qui pourrait être d'intérêt sur le calcul de la fréquentation dans les transports. Parce que c'est très compliqué, en fait, de calculer, de prédire la fréquentation dans les transports. Donc sur le T3A, monsieur le maire, vous avez été très précis sur la question de la fréquentation. Ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, la fréquentation, on la calcule sur deux choses. Premièrement, des comptages photocellulaires à la montée des rames, et ensuite sur la base des validations. Donc en fait, le comptage, vous l'aurez, donc une idée du nombre de personnes qui fréquentent une ligne. En général, on l'a un peu après, on commence à avoir des données un peu après l'ouverture de la ligne. Mais de prédire avant un chiffre exact, en fait, c'est très très compliqué. Donc pour vous donner un exemple, sur le T3A, à une époque, on disait 76 000 personnes jour dans les deux sens, parce qu'en fait, le calcul de la fréquentation se fait dans un sens et il y a un autre calcul qui est fait dans l'autre sens. On était à 78 000. Bon, on est presque à 2,5 fois la tendance sur cette ligne. Donc vous voyez, c'est très compliqué. Et en fait, on s'est fait avoir sur le T2. On s'est fait avoir parce qu'on pensait que ici les Moulineaux n'allaient pas se développer. En fait, c'est développé plus vite que prévu. Et en matière de développement économique, ils se sont développés à une vitesse exponentielle. Et nous aussi, maintenant, on doit faire, justement, nous aussi, on a un projet de Deveco, si on peut l'appeler comme ça, avec la tour triangle. Et en fait, on a, comme beaucoup de lignes, une ligne qui commence à être obsolète. Par contre, une solution qu'il y a très clairement et qu'il faudrait évoquer avec la RATP, c'est en fait les rames. Si vous avez remarqué sur le T3, vous avez des rames en fait, qui sont plus larges que celles du T2. Et donc, elles font 62 cm de large d'un côté, elles sont plus larges de 62 cm d'un côté et 62 cm de l'autre. Qui veut dire qu'en fait, la capacité, on peut l'augmenter de 100 à 150 personnes dans la rame, ce qui n'est pas négligeable. Les rames du T2, hein, le Citadis, donc, qui est d'une série de 2006, n'est plus adapté. En fait, on n'avait pas prévu qu'il y aurait autant de monde. Souvenez-vous, il y avait des rames uniques. Maintenant, il y a 2 unités couplées. Et donc, en fait, il faut qu'on travaille avec la RATP sur du projet beaucoup plus long terme avec eux, qu'on collabore avec eux et IDFM et la région qui a la charge des transports. Parce que ce projet-là, il est très intéressant. Merci d'avoir travaillé avec la RATP sur ça. Mais moi, ma crainte, c'est qu'on est en mode, en fait, rafistolage et qu'on va embêter beaucoup de riverains. Il y aura de l'argent mis à la poubelle. Et en fait, on sera réunis tous autour de cette table d'ici 2025, 2026, voire 2027, face aux mêmes problématiques. Et donc moi, je ne pense pas, très sincèrement, que cet investissement soit pertinent à l'heure actuelle ou dans ce schéma. Il faut plutôt aller sur un rachat de matériel, et le matériel du T2 peut aller sur d'autres lignes, bien évidemment. Voilà, ça, c'est les réflexions que je voulais partager avec vous, que c'est bien de mettre du tiroir, mais il y a aussi des problèmes à avoir ce qu'on appelle du remisage en mode tiroir. Je pense qu'il y aura autant de pertes de temps qu'actuellement. Donc je remets en question vraiment la pertinence du projet. Je pense que la RATP fait avec les moyens du bord. Voilà. Donc j'accable pas la RATP parce qu'elle fait ce qu'elle peut malgré des problématiques. Mais je ne pense pas que ça soit la meilleure idée. Est-ce que M. Pierre-André Coche souhaite réagir Oui, à cela? simplement pour vous dire, je pense que lors de la prochaine réunion que nous aurons avec la RATP, je serai très ravi de vous voir et de vous leur poser directement la question.
parce que là, je ne peux pas répondre à leur place sur le choix de matériel. Là, je me mets dans la position du maire. On n'est pas ingénieur RATP. Hein, voilà. Nous, là, on vous communique l'information concernant ces travaux. Sur le choix du matériel et l'élargissement des... Voilà, ça dépasse un peu nos domaines de compétences malgré tout, quoi. Voilà. D'accord. Donc, on va pouvoir passer au deuxième sujet, c'est-à-dire le plan biodiversité qui sera présenté par Monsieur Mathieu Luineau. Je vous remercie, Monsieur Pierre-André Coche, pour votre présentation. Il y a une personne aussi qui voulait poser une question à la salle. Est-ce que c'est vrai sur le terminus? Ok. Oui, madame. Monsieur, c'est très intéressant parce que si effectivement c'est juste une question de matériel, qu'il faudrait que ce soit des rames plus larges qui contiennent plus de personnes, effectivement, ça vaut le coup de se pencher sur la question. Ça éviterait tout ça. Et l'autre chose, c'était à quel moment vont commencer les premiers travaux exactement? Est-ce qu'on a le calendrier? Je me souviens plus ce que vous avez dit. Alors, le début des travaux, oui. Par la RATP nous a automne 2024. En fait, ça va commencer après les Jeux Olympiques. Donc, les Jeux Olympiques de cet été et les Jeux Olympiques handicapés. Voilà, les deux seront... rien ne commencera avant la fin des Jeux Olympiques. Donc, c'est prévu automne 2024 pour une livraison prévue début 2026. C'est-à-dire février ou mars 2026. Et les travaux alors, pardon, vont... excusez-moi, l'élargissement des rames n'empêche pas, effectivement, un terminus à tiroir qui permet d'augmenter une plus grande polyvalence. L'un n'empêche pas l'autre. Effectivement, ce système-là, avec des rames qui contiendraient plus de passagers, permettrait sans doute une plus grande efficacité, une plus grande fluidité. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Ce n'est pas parce qu'on mettra des rames plus larges que ça va d'un seul coup résoudre le problème des 3 minutes 30. Ouais. Voilà, c'est deux choses différentes. Il y a d'un côté la capacité et de l'autre côté la fréquentation entre les rames. Mais je crois qu'il n'est pas prévu de mettre des rames plus larges. Je crois qu'il est question de réutiliser l'ancien matériel. Pour le moment, les informations que j'ai eues de la RATP, donc, que vous pourrez poser, pour l'instant, ce sont les rames actuelles et du transfert de rames d'autres lignes sur le T2, effectivement. C'était pour la date des travaux, vous avez dit 2024, l'automne à peu près. Oui, absolument. Donc 2024, 48 semaines. Hein, c'est ça à peu près les travaux. Donc le problème, c'est qu'on va récupérer l'héliport fin 2024, si j'ai bien compris. Donc comment ça va se télescoper un petit peu tous ces travaux au niveau de la porte de Sèvres? Est-ce que la RATP est consciente, j'imagine, que cette période-là, va y avoir beaucoup de travaux dans ce coin-là? Donc nous, c'est toujours notre hantise. Comment ça va se passer au niveau des piétons, au niveau de la porte de Sèvres? Pour l'héliport, je vais laisser le maire répondre. Merci. Il connaît très très bien le sujet. Oui, puisque c'est un combat que je mène depuis plus de 10 ans, c'est-à-dire de restituer les 7,5 hectares de l'héliport aux habitants pour un poumon vert de 7,5 hectares. Hein. On ne trouve pas ça tous les jours à Paris, en prolongation, en extension du parc et du stade Suzanne-Lenglen sur 7,5 hectares. Voilà l'enjeu. Avec la ville de Paris, aujourd'hui, nous avons pu récupérer, la décision a été prise en tout cas de récupérer la moitié, c'est déjà 3,5 hectares. Ce n'est pas suffisant, il faut aller plus loin, encore que tout ça est assorti d'une promesse d'Aéroport de Paris, dont j'ai rencontré encore le directeur général il y a quelques jours, de suppression totale du trafic commercial. Le héliport, c'est 8000 vols pendulaires par an et 4000 vols de transit. Hein, donc ça fait du monde, ça fait quand même beaucoup de bruit, sachant qu'un hélicoptère est entendu par 200 000 personnes quand il décolle et quand il atterrit. Et que c'est une nuisance sonore et atmosphérique considérable. Et que surtout, il faut récupérer cet espace. Maintenant, cet héliport, même si c'était le berceau de l'aviation, avec Blériot, etc., aujourd'hui, c'est en plein Paris, en pleine zone urbaine. Donc, ce n'est plus possible d'avoir à cet endroit-là des hélicoptères qui se posent en si grand nombre. Alors, c'est vrai que, en réalité, la fin de la concession, enfin, la date de renouvellement de la concession de la ville de Paris, Aéroport de Paris, pour l'héliport, est fin 2024. Mais évidemment, ce n'est pas du jour au lendemain que ça va pouvoir être réaménagé en espace vert, hein, puisqu'il y a quand même tout un travail de dépollution, dont j'ai obtenu d'ailleurs que ce soit Aéroport de Paris qui le fasse et non pas la ville de Paris, pour épargner les contribuables parisiens, si je peux dire. Et puis, il y a ensuite tout un tas de problèmes techniques à régler, enfin bref. Donc, on n'y est pas encore. Ce qui est vrai, c'est que la décision est prise pour début 2025,
mais qu'il y a ensuite pas mal de choses à faire. Mais vous avez parfaitement raison, cette concomitance de travaux est extrêmement nocive pour tous les quartiers. D'autant plus que, vous le savez, parce que vous suivez toutes les réunions des conseils de quartier, on devrait vous donner une médaille d'ailleurs, Madame Larguière, pour vos interventions et puis pour votre assiduité, c'est qu'il y a une opération d'urbanisme qui est prévue sur l'Aqua Boulevard et la rue Colonel Piravia, à peu près, et qui va démarrer à peu près au même moment, sur 6 hectares, avec transformation de l'Aqua Boulevard, destruction partielle de l'Aqua Boulevard d'ailleurs, rue du Colonel Piravia, pour créer un nouveau quartier parisien. Et surtout, l'idée, c'est de rompre l'isolement de la cité des Frères Voisins et de la désenclaver par une rue piétonne à ciel ouvert, arborée, qui partira de Décathlon, vous voyez où c'est, sur l'Aqua Boulevard, là, à l'intérieur, il y a une espèce de rue couverte, tout ça, ça va être détruit. Et il y aura donc une voie piétonne qui commencera là, place de la Porte de Sèvres, et qui ira presque jusqu'aux Frères Voisins, et qui sera une rue bordée d'immeubles, d'habitations, enfin c'est surtout une résidence étudiante, quelques habitations, rénovation des cinémas, une place d'ailleurs qui sera au milieu de cette rue, à mi-distance, qui sera de la taille quand même de la Contrescarpe, donc c'est assez grand, et qui sera l'entrée nouvelle de l'Aqua Boulevard, des cinémas qui vont être entièrement refaits, les cinémas Pathé, c'est plus Gaumont, c'est Pathé, sur cette place, une résidence étudiante, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants à loger dans le 15e, une résidence étudiante, un certain nombre d'équipements, une crèche, enfin bref. Donc, et puis surtout, tout le long de la rue du Colonel Piravia, des commerces à pied d'immeuble, alors qu'actuellement, il n'y a rien en face des entreprises qui se sont développées récemment. Donc voilà, la concomitance de ces travaux pose un problème certain, mais évidemment, le sujet pour nous, ça va être la coordination de tout ça, entre la Tour Triangle, le tramway sur 2 sites, porte de Versailles, porte de Versailles et porte de Sèvres, et puis l'opération urbaine sur Aqua Boulevard et l'héliport. Bon, voilà. Ah oui, ça va être un sujet pendant plusieurs années. Mais c'est pour la bonne cause, je veux dire, pour le bannissement de tout ça. Donc, nous allons passer au sujet suivant sur le plan biodiversité. Bien, bonsoir à tous. Moi, j'ai une brève communication à vous faire donc, sur le plan biodiversité qu'on lance avec la ville de Paris, avec un volet aussi sur le 15e arrondissement. Plan biodiversité dont je vais vous parler dans quelques instants, mais juste pour vous présenter rapidement le temps dans lequel on se trouve. En fait, de fin septembre, début octobre à janvier 2024, la ville de Paris lance une révision de son plan biodiversité. C'est son 2e volet maintenant, avec une consultation du public, enfin des riverains de manière générale, et aussi d'un certain nombre d'experts de la biodiversité qui sont réunis par la ville de Paris. Et on a souhaité évidemment avec le maire de faire en sorte aussi que cette concertation sur le plan biodiversité puisse aussi se faire à l'échelle des conseils de quartier pour aussi récolter finalement vos observations, vos remarques, envies en matière de biodiversité dans la ville. Suite à cette première phase de consultation qui se terminera donc courant janvier, on aura de février à fin 2024 un exercice de synthèse qui sera fait par les services techniques de la ville, aussi par la mairie, en concertation avec les mairies d'arrondissement, pour proposer un futur plan biodiversité qui s'appliquera donc à partir de début 2025, puisqu'il sera voté en Conseil de Paris à la fin de l'année prochaine. Ce plan biodiversité, il est important parce que finalement, quand on habite en ville, on ne voit pas forcément toujours concrètement la biodiversité dans son quotidien, mais en réalité, quand on regarde un petit peu les grands chiffres de la biodiversité en ville, on y découvre des choses qui peuvent être assez surprenantes. Notamment, je vous ai mis ici quelques extraits de finalement qu'est-ce que ça représente concrètement en termes de faune et de flore, la biodiversité dans une ville comme Paris, avec plus de 630 espèces de plantes qui sont recensées, 1300 espèces animales confondues, avec par exemple plusieurs espèces de reptiles, des espèces d'amphibiens, plus d'une 60aine d'espèces d'oiseaux
nicheurs dans la ville de Paris, avec aussi des espèces qui sont protégées, à la fois au niveau régional et national, notamment 9 espèces végétales et un peu plus d'une centaine d'espèces animales protégées qu'on retrouve donc dans notre ville. Donc c'est finalement un enjeu qui peut sembler un peu plus anecdotique dans une ville comme Paris, mais qui en réalité est assez important. Le plan biodiversité en tant que tel, c'est un plan qui est complémentaire au plan climat et au plan local d'urbanisme bioclimatique, qui a été voté récemment et qui est en cours, pour lequel l'enquête publique va commencer dans quelques semaines, de même que le plan climat qu'on va d'ailleurs voter dans les semaines qui viennent, à la fois en mairie d'arrondissement et au Conseil de Paris, à la différence près que le plan climat et le PLU sont des documents qui font l'objet d'une enquête publique réglementaire. C'est donc un dispositif qui est beaucoup plus large et exigeant en matière de concertation, qui fait l'objet d'un suivi par la Commission nationale du débat public notamment. Le plan biodiversité, pour sa part, il a plus une vocation, si vous voulez, à donner des orientations programmatiques à la ville que vraiment mettre en place un certain nombre de règles qui seraient opposables, par exemple à la construction d'un permis, ce genre de choses. Là, dans le cadre du plan de biodiversité, on n'est pas vraiment dans ce cadre-là très réglementaire, mais plutôt sur des orientations programmatiques. Et pour vous donner une idée, le précédent plan biodiversité de la ville a permis notamment la mise en place du plan arbre, dont le maire a été signataire bien évidemment, mais aussi orienter un certain nombre des débats sur le PLU bioclimatique, notamment en matière de protection d'espaces verts. Ça permet aussi d'orienter un petit peu sur la limitation de certaines pressions en ville, notamment tout ce qui est pollution lumineuse. Par exemple, nous, dans le 15e arrondissement, on a testé tout ce qui est smart lighting, suite notamment au budget participatif, pour permettre de réduire la pollution lumineuse, pas seulement pour les riverains, mais aussi pour la faune, puisque ça a un impact aussi direct sur notamment les insectes. Et donc, c'est un impact un peu plus systémique, on va dire. Et ce plan bioclimatique, il est aussi accompagné d'un atlas de la nature de Paris, que je vous invite d'ailleurs à consulter, qui peut vous donner une idée d'un certain nombre de balades, si vous souhaitez en faire. Il y en a notamment un certain nombre qui sont cartographiés dans l'arrondissement, notamment au niveau de la petite ceinture, et qui retrace aussi à chaque fois quel type de végétaux ou d'espèces animales on peut retrouver sur ces balades. Donc pour ceux qui sont intéressés par ces enjeux de la nature et de la biodiversité, je vous invite aussi à consulter cet atlas. Quand on regarde un petit peu le profil biodiversité du Conseil des quartiers, on peut voir qu'on a notamment quelques sites particuliers, puisqu'on a notamment un espace qui fait l'objet d'un suivi par la Ligue de protection des oiseaux, notamment au niveau de la petite ceinture, donc un espace qui est, je dirais, remarquable pour sa présence d'espèces volatiles et qui fait du coup l'objet d'un traitement particulier de la part de la Ligue de protection des oiseaux, avec tout un effort d'information, de cartographie aussi pour le public. Et on a aussi un jardin partagé au niveau du 30 rue des Nouettes, pour vous donner donc quelques exemples de sites qui constituent le profil biodiversité du quartier, qui n'est pas forcément celui qui bénéficie du plus d'éléments significatifs en matière de biodiversité, mais c'était suffisamment important pour que je souhaite vous le mentionner. Pour vous donner quelques chiffres à l'échelle du 15e, qui est un arrondissement de 849 hectares, on a près de 8% de la superficie du 15e qui est occupée par des espaces verts, un peu d'une cinquantaine, donc pour à peu près 65 hectares, avec plusieurs espaces de biodiversité, ou ce qu'on appelle aussi des réservoirs urbains de biodiversité, donc qui sont des espaces de biodiversité, mais d'une amplitude un peu plus supérieure, avec davantage d'espèces qui y sont présentes, et aussi 9 mares et bassins végétalisés, donc qui là aussi sont importants pour permettre à la fois créer des îlots de fraîcheur d'ailleurs, mais aussi pour faire vivre un certain nombre d'espèces qu'on a pu mentionner ensemble. Plusieurs aussi projets municipaux qui permettent de renforcer la présence de la biodiversité en ville, avec plus de 3000 m² de toitures végétalisées, 672 m² de murs végétalisés environ, et un certain nombre d'aménagements que certains d'entre vous suivent peut-être avec les cours Oasis, dont là aussi une partie est financée par le budget participatif, pour compléter ce que disait le maire sur ce dispositif
qui est important. Je le mentionnais aussi des jardins partagés à travers l'arrondissement, dont un dans votre conseil de quartier, et un certain nombre de permis de végétaliser qui ont été octroyés par notamment mon collègue aux espaces verts à un certain nombre de riverains du 15e arrondissement. Sachant évidemment que les permis végétalisés, c'est très bien, mais encore faut-il que ceux qui en bénéficient s'engagent vraiment à maintenir ces espaces-là. Ce n'est pas toujours le cas et on le regrette. Donc je rappelle, si certains d'entre vous veulent se porter candidat à un permis de végétaliser, c'est important de vraiment s'engager à entretenir ces espaces-là pour pas que ça devienne quelque part des espaces en friche qui deviennent finalement contre-productifs. Ça donne un profil finalement à l'arrondissement qui est assez divers, avec un certain nombre de projets, notamment celui d'Arc Vert Structurant, qui est porté par le maire depuis plusieurs années, qui est cette idée de former une espèce d'axe en forme de fer à cheval qui permettent quelque part de traverser l'arrondissement dans des espaces plantés, végétalisés. Donc cette carte, que vous voyez peut-être pas très bien de loin, vous donne une idée un petit peu des différents projets mis en place pour soutenir à la fois la végétalisation et la biodiversité dans l'arrondissement. Je demanderai à ce qu'on puisse mettre cette présentation en ligne sur le site de la mairie pour que vous puissiez la consulter de manière plus libre et détaillée. Juste pour vous dire que donc, dans le cadre de ce plan biodiversité, on a déjà commencé avec le maire à faire un certain nombre de demandes à la ville programmatiques, avec notamment la récupération de l'héliport, mais ça le maire en a parlé de manière assez extensive, mais qui va permettre aussi de créer un véritable espace de respiration pour la nature en ville, avec peut-être aussi un nouvel espace de protection par la Ligue de protection des oiseaux, la continuation de la coulée verte, la poursuite de végétalisation d'un certain nombre d'espaces, et évidemment, qui vous concerne peut-être un peu plus directement aussi, l'envie de continuer finalement l'ouverture de la petite ceinture avec le tronçon ouest qui pour l'instant n'est pas ouvert. Pour l'instant, la SNCF le refuse, mais c'est une demande qu'on a formulée avec le maire à la ville et sur laquelle on espère avoir gain de cause dans le cadre du prochain plan biodiversité. Donc toute cette courte présentation, juste pour vous dire que nous, évidemment, on vous encourage, on a besoin de votre participation pour ceux qui s'intéressent à ce sujet-là, pour identifier quelles peuvent être vos idées, vos demandes, encore une fois d'un point de vue programmatique, ce qu'on peut demander à la ville comme investissement à la fois financier, mais aussi en termes de moyens qui nous seraient octroyés par les services de la ville, pour nous aider à améliorer cette biodiversité en ville et dans le 15e arrondissement. Pour ce faire, vous avez plusieurs moyens de contribuer à cette élaboration du plan biodiversité. Vous avez le site décider.paris.fr avec une rubrique qui est dédiée donc à la révision du plan biodiversité. Vous avez un questionnaire papier que vous pouvez vous procurer sur le site de la mairie et que vous pouvez nous renvoyer, enfin nous apporter directement en mairie d'arrondissement ou nous renvoyer sur le site. Il y a une adresse mail dédiée au sujet de démocratie locale sur le site de la mairie. Vous pouvez aussi vous envoyer une contribution libre directement à la DEV, le département qui s'occupe de l'environnement et des espaces verts. Vous avez l'adresse qui s'affiche ici, dev-biodiversité@paris.fr. Et on va organiser aussi un certain nombre d'événements avec la mairie de Paris, auxquels vous êtes évidemment les bienvenus. Il y a tout un tas d'informations qui sont disponibles sur le site de la mairie d'arrondissement et sur le site de la mairie centrale, pour là, encore une fois, venir participer et partager vos idées. Voilà en quelques minutes ce que je voulais vous communiquer sur le plan biodiversité. Évidemment, vous encourager à participer. On a rapidement évoqué tout à l'heure le plan climat, la révision du PLU, sur lesquels la mobilisation aussi des conseils des quartiers a été particulièrement importante pour certains points qui nous ont permis d'avoir là aussi des arguments complémentaires à opposer à la ville de Paris pour avoir gain de cause, modification en tout cas de certains nombres de choses qui étaient proposées. Donc c'est important pour nous d'avoir vos retours. Voilà. Je vous remercie et si vous avez des questions, vous êtes évidemment les bienvenus. Merci. Donc oui, madame. Oui, moi j'ai on va commencer une par question. Sur la coulée verte, est-ce que c'est pas un peu un vœu pieux d'avoir quelque chose, une coulée verte entre le parc André Citroën et Birakem, vu l'accroissement du nombre de camions de l'entreprise Lafarge,
puisqu'en fait, ces quais ne sont ouverts qu'à certaines heures réellement au public. Donc c'est quand même un petit peu gênant. Et puis sur l'île aux Cygnes, effectivement, bon, c'est un endroit un petit peu sauvage, entre guillemets, sur lequel il va y avoir des modifications. Alors vous dites que on souhaite augmenter la végétalisation, mais il y aura en même temps ce bassin donc, qui risque quand même d'atrophier un petit peu cette végétalisation. Et puis dernière chose, vous parliez du PLU. Bon, je pense que c'est bioclimatique. Je crois qu'on pourrait revenir sur ce PLU. Il n'a pas du tout été évoqué. Et donc donner au moins les dates de l'enquête publique, je crois. Vas-y sur le PLU. Ah d'accord. Oui, ma question, excusez-moi, par rapport à ce PLU, c'était de savoir si les nouvelles constructions qui auront lieu à la place ou en partie à la place de l'Aqua Boulevard seront aux nouvelles normes du PLU, c'est-à-dire pas limitées à 8 étages, mais à 12 étages, comme dans le nouveau PLU. Donc plusieurs questions. Sur l'île aux Cygnes, le problème de l'île aux Cygnes, c'est qu'elle est très agréable et qu'elle est extrêmement fréquentée, et donc très abîmée, qu'elle s'effondre de ci, de là, et qu'il faut absolument la conforter. Donc il y a eu beaucoup de réunions de concertation pour les aménagements sur l'île aux Cygnes. On replante, on est obligé de mettre un tapis un peu plus solide parce que sinon ça s'écroule, quoi, voyez. Donc c'est la raison des travaux, mais aussi on revégétalise et on replante. Donc ça devrait faire une amélioration. Quand vous parlez du bassin, c'est le bassin dans la Seine dans lequel on va se baigner que vous évoquez, oui. Oui, parce que c'est vrai qu'à partir de 2025, normalement, il y aura 3 sites de baignade dans la Seine qui seront sur Austerlitz, Hôtel de Ville et dans le bras de Grenelle, entre l'île aux Cygnes et le quai de Grenelle. Mais bon, je pense que c'est une bonne chose pour l'île aux Cygnes. C'est une bonne chose pour les nageurs, enfin les nageurs confirmés quand même. Parce que si vous voulez traverser la Seine à la nage, il vaut mieux que savoir un peu nager. D'ailleurs, la baignade sera réservée aux seuls nageurs confirmés, c'est-à-dire que ce ne sera pas pour les enfants ou pour les débutants. Et on va installer, c'est vrai, sur le quai des vestiaires, des douches, etc., mais pour nageurs confirmés. Mais ce qui sera bien, c'est que ce bras, du coup, sera interdit à la navigation. Et qu'est-ce qui fait que ça déstabilise et qu'il y a des morceaux qui tombent? C'est les bateaux qui passent, quoi. Donc là, le bras de Seine sera fermé, définitivement, à la circulation maritime. Et ce sera pour les baigneurs. Je pense qu'ils feront moins de dégâts avec leurs petits bras et leurs petites palmes que font les bateaux. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, alors, la coulée verte, oui, alors c'est cet arc vert, comme tu l'as dit, qui fait 8,5 km, le plus grand de Paris, qui est en train d'être constitué. Enfin, je l'ai lancé dès mon premier mandat. Il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. Là, on est en train de faire les 600 mètres restants sur la partie sud, entre, en gros, le tunnel, vous voyez, et puis ce qu'on appelait le débarcadère aux chevaux sur le parc Brassens au pied du Sylvia Montfort. C'est là que sera l'entrée, faire un minute si je peux dire, de la coulée verte. C'est en cours de réalisation. Et on a sur la coulée verte arrive au parc Citroën, bien sûr qu'on a augmenté d'1 hectare d'ailleurs il y a quelques années. Et là, l'idée, c'est effectivement, ça a commencé bien sûr, c'est cette promenade de 6 mètres de large à bord de Seine, pavé, éclairé avec des petites placettes, des petits bancs, etc., pour permettre la promenade et la rénovation complète des 4 ports du 15e avec les installations industrielles qui étaient des installations industrielles assez anciennes, polluantes, etc., et qui vont devenir, d'ailleurs il y en a une qui est partie, déjà c'est pas mal, et qui vont être donc modernes, non polluantes, et ça. Mais bien sûr, moi j'ai mené le combat contre Lafarge avec certains d'entre vous. Malheureusement, la ville de Paris et l'État et le port de Paris à Repas et Voies de France ont souhaité que l'usine de Lafarge se maintienne, ce qui est un scandale absolu, parce que quand on veut faire une promenade continue en cœur de ville, évidemment, on évite des installations aussi polluantes et catastrophiques que Lafarge, qui a d'ailleurs des grosses installations à Gennevilliers. Donc je ne vois pas pourquoi ça ne va pas à Gennevilliers, mais enfin bon voilà, on a perdu ce combat, même si Lafarge quand même rénove quand même ses installations pour qu'elles soient moins polluantes et réduit la production par rapport à ce qui était prévu, parce qu'en plus ils avaient prévu une extension de la production.
Or, si on veut maintenant construire avec moins de béton et plus de matériaux biosourcés, je ne vois pas pourquoi on augmente les usines de béton. Surtout Lafarge, qui se comporte très mal tout le temps, dans tous les domaines. Enfin, voilà ce que je veux dire sur Lafarge. Comme ça, ils sont habillés pour l'hiver. Et ensuite, donc, vous l'avez dit, dans un premier temps, moi, mon idée, c'est qu'un jour, on puisse effectivement utiliser cette promenade toute la journée, tous les jours. Là, en raison des activités industrielles, et parce que ça peut constituer un certain danger, la promenade piétonne ne pourra être utilisée par les promeneurs que le soir à partir de 17h ou à peu près, et puis le week-end quand les installations industrielles ne fonctionnent pas. Mais voilà, et donc c'est quand même... Et d'ailleurs, on a en plus, et ça c'est pas mal, une péniche nouvelle qui vient de s'amarrer en face du parc Séverine, qui est la péniche Anetka, que peut-être certains connaissent, et qui est assez remarquable. C'est un appel à projet qui a été lancé par la ville de Paris et nous-mêmes il y a quelques années, avant le Covid. Cette péniche a été construite à Rouen d'ailleurs, et en fonctionnement depuis quelques mois, et c'est une piscine flottante. Alors grâce au plan nager à Paris, on a pu rénover, je dis ça pour les nageurs, puisqu'on parle beaucoup de nage là maintenant, toutes les piscines du 15e. La dernière à être rénovée, la piscine de la Plaine, qui est en cours de rénovation. Et c'est donc une piscine flottante, un peu comme la piscine de Ligny, avec 3 lignes de natation de 50 mètres de long. C'est quand même très rare. Et avec en plus, alors ça c'est au sommet, donc vous pouvez nager sous le ciel de Paris, si je peux dire. Et puis en dessous, il y a des installations sportives, plusieurs sports possibles, des salles de gymnastique, de musculation, de vélo, de ceci, de cela. Et il y a aussi des saunas, enfin des possibilités de gymnastique aquatique, enfin plein de choses de ce type. Et c'est vraiment très très bien. Il y a d'ailleurs aussi bars, boîtes de nuit et autres pour les afters. Et sur le quai, une guinguette. Voilà. Donc ça, c'est un aménagement nouveau qui vient d'ouvrir il y a quelques mois à peine pour agrémenter les promenades sur le quai. Oui, sur le PLU, la date de l'enquête publique, c'est du 8 janvier à 8h30 au 29 février 2024, 20h. Oui, c'est vraiment très important. Sachant juste pour compléter on a eu au début du mois de novembre, enfin en début de mois, une présentation du déroulé de l'enquête publique, et vous avez une présentation pour les conseils de quartier qui nous est préparée par la ville et qu'on va communiquer aux conseils de quartier, qui vous permettront donc de consulter un petit peu le déroulé de tout ça et de mobiliser le conseil de quartier si vous le souhaitez, donc dans le cadre de cette enquête publique. Voilà. Oui, monsieur. D'accord, madame. Oui, bonsoir. J'ai une question sur la petite ceinture que vous avez évoquée dans votre présentation. Pourquoi on donne l'autorisation au club de tennis de Vaugirard de construire de plus en plus de bulles énormes en plastique qui défigurent le quartier et qui bloquent la belle vue de la petite ceinture? Oui, alors donc c'est des plus gros clubs de tennis de Paris, du 15e en tout cas, qui est un club SNCF qui est là depuis très longtemps, enfin bien avant que j'arrive d'ailleurs. Nous avons pu d'ailleurs, vous l'avez peut-être constaté, parce qu'il faut voir aussi ce qui va bien, récupérer la gare de Vaugirard, qui appartenait à la SNCF, qui a mis beaucoup de temps à la lâcher et qui a été l'objet d'un magnifique réaménagement. Je vous invite à d'ailleurs découvrir, il y a plein de choses intéressantes dans la gare de Vaugirard, et notamment des espaces de coworking, voire des espaces associatifs aussi, pour les associations. Et puis bon, c'est un appel à projet là aussi, elle a été entièrement rénovée. Alors en face, effectivement, il y a ce club de tennis. Alors ils ne multiplient pas les bulles, ils ne font pas des bulles comme ça. Il y a effectivement une demande qui a été faite à la ville de Paris, qui a été sur un des terrains qui était découvert, parce que le tennis en terrain découvert à Paris, c'est quand même embêtant, parce que les 3/4 du temps, on ne peut pas l'utiliser, la pluie, le vent, l'hiver, machin, ça. Donc il y a une bulle plus ou moins translucide d'ailleurs, qui était, plutôt moins que plus, blanche, voilà,
blanche, disons blanche, oui, c'est ça ce que je voulais dire, qui a été installée, alors cette bulle ne sera mise en place que les mois d'hiver. Et les mois d'été, enfin bon, donc au moins j'ai pas les dates en tête, hein, parce que c'était pas le sujet de l'ordre du jour, mais plus de la moitié de l'année, la bulle n'y sera pas. Mais c'est un club de tennis très actif, voilà, qui a obtenu cette autorisation pour continuer à exister, à permettre aux sportifs de faire du tennis. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on peut considérer que ça altère le paysage urbain, mais voilà, il faut faire des choix. Et l'arbitrage a été fait pour qu'une bulle soit placée sur un des terrains pendant 6 mois de l'année. C'est vrai. Je ne peux rien dire de plus. Est-ce que les conseillers de quartier souhaitent s'exprimer? Oui, j'avais une question par rapport, dans votre présentation qui est très complète, M. Luneau. Vous avez évoqué les cours oasis qui, de mémoire, devaient être des projets pour créer des îlots de fraîcheur, justement dans les périodes de canicule, pas comme aujourd'hui, mais qui vont bientôt arriver. Je voulais savoir si ce projet-là est amené à se développer, puisqu'on a aujourd'hui 7 cours oasis, avec une potentialité au sein de l'arrondissement au-delà de 50 établissements qui pourraient accueillir ces cours. J'imagine qu'il y a une contrainte budgétaire, mais est-ce que, voilà, dans le cadre de ces réflexions, on pourrait développer ces cours oasis, sachant que ces cours vont répondre à la fois aux attentes, aux besoins des plus jeunes, mais aussi des seniors qui pourront venir s'y rafraîchir pendant les périodes de canicule? Oui, alors c'est un bon point, évidemment. Le plan de biodiversité intègre aussi, c'est vrai, cette question des cours oasis et son ouverture à un public plus large. C'est vrai que l'idée, c'est aussi de pouvoir les ouvrir, vous l'avez dit, en période de chaleur au public, en évidemment respectant les contraintes de sécurité qui y sont associées, mais pour que tout un chacun puisse en profiter comme espace de rafraîchissement. C'est vrai, vous l'avez dit, la grosse contrainte, elle est d'abord budgétaire. Ça coûte extrêmement cher. Jusqu'à présent, une cour oasis, vous voyez, ça peut coûter en moyenne 500 000 euros par cours, parfois un peu plus, parfois un peu moins, mais avec aussi une contrainte dans les premiers projets qui étaient peut-être un peu moins qualitatifs, ou en tout cas moins durables, dans la mesure où il y a eu aussi une période d'apprentissage de la part des services de la ville, avec une amélioration constatée dans les nouvelles phases de développement des cours oasis. Donc là, il y a aussi un apprentissage qui permet à la fois de réduire les coûts et d'améliorer un petit peu la qualité de ce qui est livré, à la fois pour les écoliers et puis pour tout un chacun. Donc c'est évidemment dans ce cadre-là que c'est important aussi pour la ville d'avoir cette remontée d'un vrai besoin, même si évidemment on s'en fait le relais quand c'est pertinent. Mais plus on a aussi de retours qui sont proposés dans le cadre de cette concertation, par exemple, sur le PLU, enfin sur le plan biodiversité, comme on en a eu d'ailleurs dans le cadre de la révision du plan climat, plus ça permet de consolider aussi ce besoin de la part des riverains, notamment dans le 15e, où vous l'avez dit, on a aujourd'hui 7 cours oasis avec d'autres en programmation, mais la contrainte budgétaire est assez forte. Donc si ça peut aussi aider quelque part les services à débloquer du budget supplémentaire, ça passe aussi par ces remontées. Oui, monsieur. Oui. J'avais juste une question. Donc, par rapport, on a parlé de la petite ceinture. Côté ouest, le fait que SNCF Réseau refuse. Je voudrais rebondir sur votre propos, monsieur le maire, parce que j'ai peut-être une explication qui m'a été apportée, moi, par SNCF Réseau, grâce à mon réseau. Et donc, en fait, on est trop près. On est extrêmement près de l'emprise ferroviaire en exploitation. Comme vous le savez, il y a le RERC qui est juste là. Et en fait, là, il y a une partie qui est protégée par des grilles, en fait, tout au bout de la petite ceinture. Et en fait, si on continue sur cette voie, en fait, il y a un appareil d'aiguillage qui donne sur une voie en exploitation. Donc, en fait, moi, je suis un peu inquiet à l'idée qu'on repousse jusqu'à ce niveau-là. Voilà, donc il faut quand même, la SNCF a raison de dire, moi, mon métier, c'est de sécuriser le périmètre
car aujourd'hui, s'il y a des intrusions, c'est des alertes radio, ce qu'on appelle sur 3-4 km. Ça veut dire que 3-4 km de voies ferrées tout autour n'ont plus d'alimentation et ça immobiliserait le réseau pendant très longtemps. Donc l'impact peut être assez conséquent. Par contre, moi, ce que je posais une question à l'Assemblée, juste là, on parle beaucoup de l'Ouest, mais pourquoi ce tunnel qui est entre voie 15 justement et Georges Brassens? Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de faire en sorte à ce qu'il puisse être ouvert au public au moins en journée, pendant certaines saisons? Je crois qu'il y a des soucis de sécurisation, sinon on l'aurait ouvert, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éventuellement le rendre au public? Parce que je vois qu'il y a plein de choses dedans, sauf nous. Alors, merci. On va vous embaucher comme négociateur de la mairie du 15e avec la SNCF, parce que vous cherchez un job, vous l'avez trouvé. Alors, oui, l'idée, évidemment, du départ, c'était de joindre le parc Brassens au parc Citroën. C'est ce qui est en train de se faire du côté du parc Brassens, mais ce qui est impossible pour les raisons que vous indiquez et que je connais, du côté parc Citroën. Donc le compromis serait le suivant, c'est ce que nous avons vu avec la SNCF, c'est de prolonger la coulée verte donc, au nord de la place Ballard, quelques centaines de mètres jusqu'au pont Rail, qui est celui qui passe au-dessus de la rue Florian Delbar, enfin là où il y avait la fourrière avant, vous voyez, pour ceux qui... Voilà. Et donc, il s'agirait... Moi, la proposition que je fais, c'est... Parce qu'on ne peut pas aller plus loin pour les raisons que vous indiquez, parce que ça pour le retournement des rames de RERC, je ne sais quoi. Et donc, on descendrait juste avant le pont en question par le talus. Il faut aménager une descente, des escaliers, je ne sais quoi, jusqu'à l'intersection entre la rue Leblanc et la rue Florian Delbar, face à l'arrière de l'hôpital Pompidou, là où à l'entrée des urgences. Et là, comme vous pouvez le constater, si vous traversez la rue, vous entrez dans le jardin Eugénie Djendi, où il y a le monument OPEX, et qui est une partie du parc Citroën. Donc c'est comme ça qu'on relierait le parc Brassens au parc Citroën. Voilà. Donc c'est ça le projet. Mais c'est vrai que la SNCF a du mal à rendre ces quelques centaines de mètres de ce côté-là. Ils ne font pas grand-chose de ce tronçon. Ils entreposent des rails, quoi. Il y a des rails, mais qui pourraient partir. Donc, je pense y aboutir. Non, moi, ce que je regrette simplement, c'est que dans les négociations que la ville de Paris, il y a maintenant 10 ou 15 ans, a eu avec la SNCF pour récupérer cette petite ceinture ferroviaire et en la transformer en coulée verte, ce qui est une très bonne chose, d'ailleurs, bien sûr, c'est que la SNCF a voulu qu'il y ait une réversibilité. C'est-à-dire qu'un jour, peut-être, on fasse rouler des TGV ou, je sais pas, ou des tramways sur cette ligne, et donc de garder les rails. Et le fait de garder les rails, elles y sont, alors on met un platelage, ok, mais ça empêche de faire un aménagement de cette coulée verte de façon beaucoup plus ambitieuse. Parce que là, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste recouvert les rails d'un platelage, et puis il n'y a rien d'autre, en gros. C'est assez modeste comme aménagement. Tandis que si la ville de Paris avait pu prendre la pleine propriété de ce terrain, si je peux dire, fait quand même plusieurs hectares d'espace vert, l'air de rien, sur la longueur. On aurait pu faire des aménagements beaucoup plus ambitieux, avec, je sais pas, des jeux d'enfants, avec tout un tas de trucs, et puis même faire une végétalisation bien plus ambitieuse, planter des arbres, etc. Or, on ne peut pas parce que la ville de Paris a accepté à l'époque cette condition de la SNCF sur la réversibilité, en disant qu'un jour, peut-être qu'il faudrait faire rouler à nouveau des trains, ce qui est une utopie, ou un cauchemar, selon le point de vue auquel on se place. Parce que je ne vois pas des trains passer là, maintenant, au pied des immeubles, et avec tous les aménagements, et maintenant que c'est une coulée verte. Enfin, voilà. Donc, ce que je vais vous dire. Il y avait une autre question sur le tunnel. Alors, le tunnel, pendant longtemps, et c'est la raison pour laquelle on a eu des gros problèmes quand on a mis en place cette coulée verte, on nous a dit qu'on ne pouvait pas réaménager le tunnel pour un passage piéton parce qu'il fallait des équipements à peu près de l'envergure de ceux qui sont dans le tunnel du Mont Blanc, quoi. Pour éviter qu'il y ait des camions qui flambent ou je ne sais quoi, ou des fusées, je ne sais pas. En tout cas, donc ça a été ça pendant longtemps. Donc, du coup, ça a été très coûteux pour la ville de Paris, qui a dû mettre des ascenseurs pour monter, puis on passe les rues de Danzig, etc., redescendre de l'autre côté, passer par la cité des Périchots. Enfin bon, c'est quand même pas ce qui était prévu au départ.
Bon, ça a changé, pour quelle raison, je n'en sais rien. En tout cas, aujourd'hui, on peut réutiliser le tunnel. Donc le projet, c'est effectivement de passer sous le tunnel. Mais le tunnel en question, il faut quand même l'améliorer, c'est quand même un coût. Et ce qu'a prévu, ce que voulait la ville de Paris, mais ça ne marche pas, c'est un appel à projet qui a été lancé il y a maintenant peut-être 2-3 ans, un appel à projet qui s'appelle Réaménager les dessous de Paris. Voilà. Et qui, oui, enfin bon, chacun peut imaginer ce qu'il veut, mais les dessous de Paris, c'est des parkings, des tunnels et des choses comme ça. Hein. Ne vous imaginez pas autre chose. Non, parce que je vois que vous pensez à autre chose. Mais... Et donc, et cet appel à projet consistait à demander à des entrepreneurs privés, voilà, on vous donne une concession, des délégations publiques sur ce tunnel, qu'est-ce que vous pouvez en faire? Alors, champignonnière ou je ne sais quoi, ou boîte de nuit, enfin bon. Mais de façon à laisser aussi le passage, mais ça aurait permis la rénovation du tunnel et puis le passage. Bon, cet appel à projet a échoué. Personne n'a été intéressé. D'ailleurs, s'il y en a un qui veut acheter le tunnel, n'hésitez pas, on est preneur. Ou en tout cas, si vous voulez faire un projet à l'intérieur du tunnel. Donc voilà, et actuellement, on est un peu bloqué par manque de financement, manque de projet. Donc tout simplement, ce qui va être fait, comme ça n'intéresse personne et que personne ne répond aux appels à projets, c'est que quand on aura les crédits, ça peut être un budget participatif, d'ailleurs, je le dis au passage, puisque avec le budget participatif, on arrive à avoir des budgets que la ville ne donnerait pas par ailleurs, parce qu'elle a d'autres objectifs ou d'autres dépenses à faire. Mais s'il y a suffisamment de personnes, on peut avoir un budget participatif. Vous savez, pour qu'un projet dans le 15e soit voté et voit le jour, dans le budget participatif, il faut qu'il y ait entre 2000 et 3000 votants, quoi. Donc c'est jouable. Mais cela étant, on continue à demander l'obtention de crédit, mais elle regarde des priorités. Par exemple, là, ça fait 15 ans qu'on nous avait promis la rénovation du Grand Canal dans le parc Citroën. Et là, les travaux commencent. Donc, enfin. Mais ça coûte très cher. Tout ça, c'est à chaque fois des millions d'euros, quoi. Donc, évidemment, on ne peut pas tout faire, quoi. Oui, monsieur. Oui. Pour en rester sur l'aménagement du tunnel, il ne faudrait pas qu'il y ait une contradiction entre les aménagements nouveaux et le plan biodiversité. Je m'explique. Dans le tunnel, actuellement, il y a des chauves-souris. Donc, il y avait des projets de faire des cinémas, des tas de trucs. J'avais lu ça. C'était complètement, au niveau biodiversité, c'est une aberration totale. Donc, les nouveaux projets, aussi bien soient-ils, il faut quand même qu'ils tiennent compte de la biodiversité existante et non pas faire n'importe quoi. Et pour aller juste dans le sens de monsieur, qu'est-ce qu'il en est de la protection de la biodiversité par rapport à la gestion d'espèces invasives? Je fais allusion au rat, entre autres, qui est un vrai problème, un fléau, et le tout pour maintenir un écosystème sain. Voilà. Pour information, cet été au Square Saint-Lambert, en pleine journée, ils se promènent. Maintenant, ils n'ont plus peur des gens. C'est les espèces même assez gênantes. Alors, contrairement aux chauves-souris, les rats ne sont pas une espèce protégée. Donc, voilà. Alors, c'est très compliqué parce que c'est vrai que les rats remontent en surface, parce qu'il y a des travaux en sous-sol, parce que les gens jettent par terre des sandwichs, donc les rats préfèrent manger des sandwichs par terre que rien manger dans les égouts, vous voyez, donc ils remontent, etc. etc. Donc il y a des très nombreuses opérations de dératisation. Moi j'ai des rapports réguliers, j'ai même un rapport mensuel sur toutes les opérations de dératisation faites par la ville de Paris, notamment dans les parcs et jardins, où évidemment c'est leur lieu de prédilection, parce qu'ils sont plus à l'aise. Et le parc Saint-Lambert, je ne vous dis pas le nombre d'opérations de dératisation à laquelle j'ai moi-même participé d'ailleurs 1 ou 2 fois, pour aller voir comment c'était. Il y a toutes sortes de techniques qui sont utilisées, tout aussi inefficaces les unes que les autres, mais quand même, il y a un effort considérable qui est fait. Ça ne se voit pas, malheureusement. Enfin, je pense que ça se verrait si ça n'était pas fait, parce que ce serait encore plus prolifique. Donc, il y a des opérations, sachez-le, de dératisation dans tous les parcs, dans tous les jardins, et tout au long de l'année. Ça demande d'énormes moyens. Il y a un service spécial, d'ailleurs, de la mairie de Paris là-dessus. Mais voilà, on en a... Et le Saint-Lambert est un de ceux où c'est le plus dur, quand même. Vous avez raison.
Pour les chauves-souris, je laisse mon collègue répondre dans le tunnel. Non, mais le tunnel, je pense qu'il n'y aura plus d'appel à projet. Il n'y aura plus ni boîte de nuit, ni cinéma, etc. Il y aura juste, oui, un passage. Alors, comment il sera organisé, je ne sais pas. Ça, après, c'est aux ingénieurs et aux responsables de voir comment imaginer un aménagement pour préserver la biodiversité. Mais c'est ce qui serait mieux. Oui, ce serait mieux que de préserver la biodiversité tout en permettant le passage des piétons, que les passants puissent profiter aussi de la promenade pour... Oui. Mais il y en a qui préféreront remonter plutôt que de passer dans le tunnel non, aussi. Il y a des solutions techniques. Des solutions, voilà, c'est ça. Mais le problème des ascenseurs, c'est qu'ils sont souvent en panne parce qu'ils sont dégradés tout le temps. Ils sont abîmés. Il y a des jeunes qui s'amusent à les casser, quoi, tout le temps. Vous n'imaginez pas le budget que ça demande de réparation des ascenseurs de la petite ceinture, quoi. Donc on a des caméras d'ailleurs, donc ça permet d'identifier. Il y a eu des opérations de police, etc. Mais bon, voilà. Donc on arrive vers la fin. On va juste prendre une dernière question. Oui, s'il vous plaît. Voilà, on est dans le chapitre de la démocratie participative. Alors, je voudrais évoquer, souligner. Ça rejoint quand même la biodiversité, qui a actuellement une consultation, que vous connaissez, je pense pour la plupart, qui est Embellir Paris. Alors, ça se fait, il faut répondre à... C'est d'ailleurs le même site que Décider Paris. Hein. Et là, il est possible de, on dira en mauvais français, de liker des projets ou d'en proposer. Hein. Moi, personnellement, j'ai proposé deux projets. Donc l'un, c'est, je suis très soucieux de la place de la Porte de Versailles, qui s'appelle du 9 novembre 1989. Je trouve qu'elle n'est pas à la hauteur de Paris, elle n'est pas à la hauteur de ce que va devenir ce quartier, qui va être un quartier central avec le Grand Paris. Donc il faudrait la réaménager, l'embellir. Alors je sais bien que ce sont des coûts très importants, peut-être que ça ne sera pas admis actuellement, mais en tout cas, il faudrait essayer de le lancer, cette idée. Je pense qu'on l'a quand même, des gens autres que moi l'ont. Donc moi, je la propose. Hein. En particulier, je trouve qu'on devrait faire quelque chose pour, sinon le supprimer, cette espèce de sculpture qui s'appelle un labyrinthe, qui n'a pas beaucoup, je trouve, à mon avis, d'intérêt artistique. Alors on pourrait peut-être au moins mettre des panneaux de couleurs à la place de ces verres qui sont transparents, et puis mettre des fleurs, des parterres, voilà, pour la place de la Porte de Versailles. Donc je fais un peu ma propagande, parce que si vous me mettez des likes, ben, ça fera monter les enchères. Il faut en avoir 1000 pour espérer être pris en considération. Minimum. 1000, il faut avoir 1000 approbations. Bon, et puis il y a un deuxième projet que je mets, c'est le boulevard Lefebvre, qui est sur la partie qui va de la rue de Vaugirard, la rue Lefebvre, dans un mauvais état. Il y a un problème de circulation des vélos, et il y a vraiment une situation conflictuelle entre les vélos et les piétons, et c'est très dangereux. D'ailleurs, les vélos eux-mêmes vont trop vite. Il y en a régulièrement qui se ramassent par terre en bout de piste, là, vers la rue de Vaugirard, parce qu'il y a des plaques de métal. Donc dès qu'il a plu, il y a des cyclistes qui tombent. Donc je crois qu'il faut repenser l'aménagement de ce boulevard. Et également, moi je verrais bien une promenade, là, c'est-à-dire qu'on y mette des jardinières, un peu à l'instar de ce qu'il y a Place Cambronne, qui est une grande réussite, et que ça soit donc agréable de marcher. C'est un endroit qui est extrêmement fréquenté. Hein. Il y a les visiteurs qui viennent de partout, de l'étranger, qui vont au parc des expositions, et puis même les promeneurs habituels. Voilà ce que je préconise. Donc, je vais répondre un peu à ces questions. D'abord, sur l'aménagement de la place de la Porte de Versailles, effectivement, j'ai fait baptiser l'esplanade du 9 novembre 89, qui est la chute du mur de Berlin. Et vous aurez remarqué que j'y ai implanté un pan du mur de Berlin que j'avais commandé à la ville de Berlin, qui est venue l'installer d'ailleurs. C'était inauguré par, à l'époque, le maire de Paris et puis le maire de Berlin d'ailleurs. Et donc, il doit y avoir... Et donc, on va encore faire des... Enfin, on fait une cérémonie tous les 9 novembre, sachez-le. Là-dessus, on a fait venir d'ailleurs une chorale franco-allemande le 9 novembre dernier. Et puis, on va prévoir
des cérémonies importantes pour des anniversaires, enfin bref. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'aménagement de la place. Alors, ce n'est pas prévu, d'autant plus qu'on va avoir les travaux du tramway juste à côté, plus les travaux de la tour triangle. On ne va pas charger la barque. Hein, donc mais ce n'est pas une raison pour ne pas y penser. C'est vrai, il y a une possibilité d'améliorer grandement l'esthétique de cette place. Donc, ça peut être un projet à venir. Pas tout de suite, parce qu'on ne peut pas faire tous les travaux en même temps partout. On ne peut pas faire que tout ce secteur soit en travaux en même temps, quand même. Mais commençons à y réfléchir, et je pense que c'est une très bonne suggestion que vous proposez dans l'opération Embellir votre quartier. Nous avons des quartiers qui, aujourd'hui, sont dans le cadre de cette opération menée par la mairie de Paris, et qui consiste à aménager, végétaliser, élargir les trottoirs, etc., sur les différents quartiers. Alors, alternativement, on ne peut pas faire ça simultanément, parce qu'on a un crédit de 6 millions d'euros. Et c'est en cours dans celui-ci. Tu vas le dire. Alors, attends, je termine et puis je te passe à là-dessus. On a environ 6 millions d'euros par quartier pour ces aménagements. Sur l'autre site que vous évoquez, c'est vrai que depuis que cette piste cyclable qui est sur trottoir a été ouverte, on a des gros problèmes, surtout que la descente est assez raide. Hein, donc ça prend de la vitesse là-dessus. Hein. Et c'est dangereux parce qu'elle n'est pas signalée. C'est une piste cyclable qui n'est pas signalée. On ne peut pas la mettre sur la voie publique parce qu'il n'y a plus de place ensuite entre le tramway, les voitures, il n'y a déjà plus de stationnement. Donc on n'a pas l'espace pour y mettre la piste cyclable sur la chaussée. Donc du coup, l'idée, qui n'est pas extraordinaire, c'est un compromis que je demande depuis déjà un certain temps à la voirie, c'est qu'elle soit vraiment identifiée, signalée, qu'on voit vraiment que c'est quand on accède à ce tronçon que c'est une piste cyclable, avec, je sais pas moi, des bandes réfléchissantes, des choses, enfin, voilà, c'est ça qui est envisagé. Quant aux plates-bandes, le problème est le suivant, c'est que la ville de Paris, enfin la direction des espaces verts, pose une condition pour mettre des plates-bandes, c'est-à-dire qu'il faut un arrosage automatique, parce qu'ils n'ont pas les moyens en personnel pour arroser régulièrement. Donc si c'est pour que... Non, mais oui, je sais... Enfin, bon, moi je vous dis ce que me disent les services. Hein. Alors on a un gros problème, parce que c'est vrai qu'on pourrait en faire beaucoup, comme on est en train d'arborer les rues. Hein. La rue de la Croix-en-Hiver sera une rue arborée. On va planter, je crois, plus de 60 arbres. Je n'ai plus le chiffre en tête, entre 60 et 70 arbres dans la rue de Croix-en-Hiver, en élargissant les trottoirs, etc. Et tout un tas de projets, rue de Lourmel et autres encore, bon bref. Mais et alors quand il y a des arbres, on peut mettre des plates-bandes, parce que là, il y a l'entretien des arbres, en même temps ils entretiennent les plates-bandes. Mais oui, il y a des arbres là-bas. Mais il faut que ce soit conçu comme ça au départ. Donc c'est vrai que c'est très bétonné quand même. Hein. Il n'y a pas beaucoup de végétalisation. Donc ça peut être un projet à étudier, en tout cas, par les services. Alors, juste sur embellir votre quartier, je vais être très rapide. Il y a eu une réunion publique qui s'est tenue le 9 octobre dernier, ici même, de souvenir, dans cette même salle, le 10 octobre. On a ouvert depuis le 10 octobre, donc sur la plateforme Décider pour Paris, l'appel à soumission d'avis et de contributions. C'est ouvert jusqu'au 24 janvier. Je vous donne cette date pour que vous ayez le temps de pouvoir apporter vos contributions. Et puis, le conseil de quartier sera aussi impliqué, puisque nous allons organiser une marche exploratoire. Alors, ils ne sont pas encore au courant, donc je les informe là tout de suite. Donc, on va avoir une date très prochainement pour pouvoir faire une marche exploratoire spécialement dédiée au conseil de quartier. Il y en aura une aussi avec des associations spécialisées dans le handicap, parce que c'est aussi une considération importante en termes d'aménagement de l'espace public qui nous tient à cœur. Bon, très bien. Alors, on a une rapide dernière question. Oui, alors j'ai une petite question. Pas si petite que ça, parce que y a beaucoup de personnes qui vivent dans le quartier rue de la Croix-en-Hiver, Chabrières et Desnouettes, qui sont impactées. Il y a eu un changement de sens de circulation au début de la rue Desnouettes, et l'impact qui a maintenant fait que tous les véhicules
passe rue Chabrière. À partir de 7h du matin jusqu'à 10h du matin, c'est engorgé. À partir de 17h jusqu'à 20h, c'est engorgé. C'est invivable. C'est du bruit en permanence. Ce sont des gens qui klaxonnent en permanence. Quand est-ce qu'on va nous remettre la circulation dans le bon sens? Alors, jamais. Donc, non, mais non, autant être clair, hein, moi je dis des choses. Hein. C'est-à-dire qu'il y a cette circulation tête-bêche qui a été décidée par la ville de Paris et la mairie pour justement diminuer la circulation sur la rue des Nouettes, qui était devenue, à cause de Ouest d'ailleurs, hein, quand même largement, une autoroute, puisque du coup, les voitures qui viennent de la banlieue ouest rentraient dans Paris non plus par la rue de Vaugirard, mais par la rue des Nouettes. Donc il fallait désencombrer la rue des Nouettes, et donc le fait de mettre tête-bêche, c'est devenu un itinéraire malin. Alors il y en a quelques-uns qui connaissent le truc, mais sinon, Ouest conseille beaucoup moins le passage par là. Alors ce qu'il y a, non, en réalité, ce qui est vrai, c'est qu'il y a le sujet de cette rue qui nous pose un problème, et parce que normalement, les gens doivent prendre la rue Croix-Niver sur la droite, et non pas votre rue un peu plus loin. La rue Chabrière un peu plus loin. Mais ça leur évite un feu. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils font ça. Dans ce cas-là, pourquoi on ne met pas dans l'autre sens, au passage de rue Chabrière, au croisement rue Chabrière et rue du Hameau, pourquoi on ne met pas un stop? Si on met un stop, on va... Oui, mais le stop à Paris n'existe pas. Le stop à Paris est proscrit. Il n'y a pas de stop à Paris. Non, ce qu'on envisage, mais il faudra qu'on en discute avec la population, c'est d'inverser le sens de votre rue. Vous voyez, que ça vienne de la rue de Vaugirard, là, ça réglerait le problème. Clairement. Alors, est-ce que les habitants seraient d'accord? Voilà, il faut qu'on consulte. Hein? Les pompiers, ils peuvent toujours aller dans tous les sens. Hein. Donc, non, mais parce que je vois l'enfer que vous vivez. Hein. C'est sûr que ça, c'est la conséquence de tout ça. Ça, j'en suis bien conscient. Donc, on réfléchit à ça. Il faudra qu'on prenne une décision. Sachant qu'en été, c'est impossible de vivre avec les fenêtres fermées. Il fait trop chaud. Si vous ouvrez les fenêtres, c'est de la pollution, c'est du bruit, c'est infernal. Il faut qu'on voit ça avec Jean-Yves. Bien. On va devoir clore. Je suis désolée pour les dernières questions. Alors, on ne peut pas prolonger la discussion parce qu'on doit vraiment rendre les locaux pour aussi pouvoir libérer la gardienne ou le gardien, je ne sais plus d'ailleurs, ce soir. Mais... Non. C'est la livraison pour les commerces. C'est pour les commerces. Interdiction, c'est là qu'on ne peut pas faire de livraison. Vous pouvez faire des livraisons quand elles sont délimitées en double ligne jaune. Ah, vous dites la double ligne jaune. Ah oui, interdit, d'accord. On note, on peut. Je sais pas. On va en discuter avec l'adjoint qui est en charge des questions de voirie pour réfléchir. Ouais. Merci. Bon, nous remercions tout le monde pour votre participation et votre engagement. Je vous souhaite une agréable soirée.